Voilà, on peut y aller. Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette matinale Printemps du numérique. Et le printemps, comme on le disait tout à l'heure, s'achève aujourd'hui, comme la météo a pu le montrer. Donc vous avez peut-être participé à d'autres événements lors de ce Printemps du numérique, l'idée étant de valoriser un peu les compétences, les métiers et les différentes formations sur cette filière-là. Et aujourd'hui, on avait envie de mettre en avant deux filières qui sont importantes sur le territoire breton, qui sont le bâtiment et la vie. Et donc, j'accueille trois personnes, trois intervenants qui vont nous parler un petit peu de leur vision du numérique, des compétences numériques sur ces secteurs-là. Donc, on accueille Alban Pobla, dirigeant de Dilepix, Myriam Ouéric de la CMA, Chambre des métiers et de l'artisanat, et Alexandre Moison de Bâti-Simpli. Merci à vous d'être parmi nous. On va commencer déjà par deux présentations de vidéos pour présenter les activités de Bâti-Simpli et Dilepix. Est-ce que tu veux bien mettre celle de Alban Pobla? Wiz est un outil d'aide à la décision qui permet de déterminer le moment où la truie va venir à chaleur ainsi que la période d'ovulation. L'utilisateur peut en conséquence connaître la période optimale pour inséminer. Wiz, à l'origine, est parti de deux problématiques. La première problématique, c'est qu'il est difficile pour un éleveur d'optimiser ses inséminations car il ne connaît pas le moment précis de l'ovulation, ce qui est normal car il varie d'une truie à l'autre. La deuxième problématique, la question du manque de main-d'œuvre actuelle en élevage et notamment du manque de main-d'œuvre qualifiée. Sur la réflexion qu'il existe chez la femme une évolution physiologique de la température au cours du cycle. Il m'est donc paru cohérent qu'il en soit de même chez la truie. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai pu vérifier par la suite dans mes recherches bibliographiques et les essais terrains que j'ai menés. En fait, en tant que vétérinaire praticienne, je réalise régulièrement des audits de reproduction et d'insémination. Et c'est vrai qu'il me manquait ce petit outil pour aider les éleveurs à un peu gagner en performance. Et de plus, il me manquait aussi un outil dans l'aide des diagnostics des troubles de l'infertilité sans cause sanitaire. La rencontre avec Dilepix s'est effectuée en fait à une des matinales du pool à la Grande Campus Ouest. Alban Pobla a effectué une présentation des applications de l'intelligence artificielle dans le milieu agricole. Et je me suis dit que ce qu'ils étaient capables de faire avec des images prises sur des champs, ils seraient peut-être capables de le faire sur des images prises sur des animaux. Dilepix conçoit des logiciels d'analyse d'images et de vidéos pour le secteur agricole. Et nos logiciels sont disponibles soit sous forme de services d'analyse à distance, soit sous forme de logiciels embarqués sous licence. Le développement de Wiz s'est effectué en deux parties. Une première partie terrain avec l'acquisition des données qui étaient nécessaires, donc images thermiques, échographie, et une deuxième partie plus informatique avec notamment du deep learning et la création d'algorithmes pour analyser automatiquement les données et les restituer de façon rapide. Dilepix a eu plusieurs missions pour le projet Wiz. Dans un premier temps, nous avons conseillé Synthèse Élevage pour la réalisation des outils d'acquisition d'images. Puis nous avons réalisé l'annotation des images en vue de l'entraînement des réseaux de neurones. Dans un deuxième temps, nous avons développé des outils de détection des zones d'intérêt, puis des outils de prédiction d'ovulation que nous avons fournis sous forme de services d'analyse à distance. Nos algorithmes fonctionnent en deux temps. Un premier réseau de neurones va d'abord détecter l'anus et la vulve de la truie dans l'image pour effectuer les mesures de température à partir des images thermiques. Dans un deuxième temps, ces mesures de température sont utilisées pour prédire le moment de l'ovulation et donc le moment optimal d'insémination. L'un des avantages de Wiz pour son utilisateur, c'est que c'est un moyen non invasif et rapide de connaître la période d'ovulation d'une truie. Actuellement, Wiz est utilisable par des instituts de recherche, les vétérinaires et les techniciens, mais c'est un outil dont le parcours utilisateur est voué à évoluer afin d'être mis à disposition des éleveurs. Super, merci. Alban, est-ce que tu veux bien nous présenter ton parcours et puis aussi comment tu en es arrivé à créer ou cofonder Dilepix? Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous.
Déjà préciser que la vidéo est aussi disponible en full français, donc on pourra voir le sous-titrage en français si c'est nécessaire. Vous pouvez aller sur YouTube et vous la trouverez facilement. Et je voulais aussi expliquer en contexte qu'on a proposé cette vidéo pour montrer quelque chose de très très concret, parce que l'intelligence artificielle, souvent on voit ça comme quelque chose de magique, qui est capable de tout faire, et on ne sait pas trop, c'est pas tellement tangible, j'en parlais tout à l'heure avec un des participants. Là, voilà, c'est très très concret ce qu'on essaye de faire, et d'améliorer le bien-être animal en manipulant le moins possible les animaux. Alors, ta question, c'est qui je suis. Donc, je suis cofondateur de Didepix avec Aurélien Yol. Moi, je m'occupe de toute la partie management de l'entreprise. Je suis le directeur général. Et mon parcours, c'est que j'ai effectivement un passé académique dans le domaine de la synthèse d'images, dans le domaine de la robotique, donc dans des grandes écoles françaises, en ingénierie, puis après en management. Un parcours aux États-Unis aussi, au début de ma carrière en recherche. Et puis après, j'ai plutôt été multi-créateur d'entreprise. Donc aujourd'hui, selon les périodes, ça va être dans le domaine de la protéomique, dans le domaine de l'élevage, dans d'autres domaines. Et ce qui m'a amené à créer Didepix, c'est la rencontre avec Aurélien, justement. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime créer des entreprises technologiques. Et j'ai rencontré un chercheur de l'INRIA qui avait un beau projet technologique, mais à qui il manquait cette partie création d'entreprise, business management, marketing, commercial. Et à tous les deux, on est très complémentaires. Lui plutôt sur la partie technique, moi plutôt sur la partie management et business. Ok, merci Adam. Alexandre, je crois que vous êtes aussi multi-entrepreneur, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu votre parcours avant qu'on aille rencontrer votre entreprise Bâti Simply? Alors en fait, moi je suis issu d'un business technique. Je suis électricien métier. En fait, je suis devenu conducteur de travaux à 21 ans. En fait, c'était mon parcours traditionnel. Et en fait, l'histoire de Bâti Simply, c'est que j'ai rénové une maison à 21 ans. Je suis devenu, du coup, ça m'a un petit peu boosté dans le sens où je voulais me mettre à mon compte, mais ça m'a fait comprendre que j'étais capable de le faire. J'ai créé mon entreprise d'électricité plomberie il y a 14 ans, bientôt 15 ans. Donc, depuis, j'ai créé une entreprise d'alarme intrusion de surveillance. On fait aussi du stockage. Et en fait, comme on Bâti Simply, ça a émané en fait des problématiques que j'ai rencontrées dans mon entreprise d'électricité. D'accord. Beaucoup de kilomètres, beaucoup de téléphones, beaucoup de problèmes de communication qui sont mal compris par nos clients parce qu'en parallèle de ça, pendant les 15 dernières années, on s'est tous digitalisés. Et le milieu dans lequel je travaille, c'est pas du tout le cas. Donc en fait, on se donne encore des papiers, on se donne encore des camps, et ce qui fait que toutes ces erreurs-là, en fait, elles sont mal comprises. Donc en fait, il y a 2 ans, on a créé Bâti Simply. L'idée de départ, c'était pour mon entreprise. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait créer une communauté d'artisans. Pour des entreprises qui ont 5, 15, 20 personnes, on sait faire plus, mais c'est surtout cette communauté-là qui nous s'adresse. Parce qu'on n'a ni le temps, ni les moyens financiers, ni les capacités techniques et des outils qu'il faut, comme j'appelle vraiment le Facebook du bâtiment, parce que personne n'a appelé Facebook, ni s'est formé pour l'utiliser, et tout le monde l'utilise. Et nous, en fait, l'intérêt de l'outil, c'est ça. C'est d'aller chercher des gens qui aujourd'hui ne sont pas digitalisés ou sous-digitalisés pour éviter toutes ces erreurs. Donc, mon parcours, il est lié à ça. Donc, j'ai découvert le monde de moi, startup, c'est un vrai gros mot dans le monde du bâtiment il y a 3 ans. Et en fait, je suis multi-entrepreneur parce que moi aussi, j'ai vraiment un goût pour le développement d'entreprise, pour le montage des projets global, moi, je dirais, qu'ils soient professionnels, associatifs, même, je dirais, faire l'extension de sa maison, c'est un projet. Je suis passionné par ça. Et donc, je m'éclate bien dans ce milieu-là parce que je trouve que du coup, on est dans la remise en question permanente. On cherche tout le temps à améliorer l'outil et c'est la communauté qui nous aide à le faire. Et en fait, je trouve qu'un produit ne peut pas être plus adapté à une communauté que c'est la communauté qui crée, en fait. Passionné et engagé, je crois que vous êtes président aussi de la Fédération du bâtiment sur le Pays de Redon. Tout à fait, donc je suis du département. Alors la Fédération française du bâtiment, c'est un syndicat à la base, mais c'est une institution qui m'a beaucoup apporté à titre personnel, en termes de formation, à la gestion d'entreprise, au développement personnel, tout ce qui est développement personnel et psychologie individuelle. Et de ce côté-là, j'étais beaucoup accompagné. Donc là, j'arrive dans une période de ma vie où je peux, je dirais, donner la monnaie de la pièce sur ce sujet-là. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Ok, super. On va regarder la vidéo qui présente votre entreprise. Bonjour, donc Guillaume Froger, gérant de la société Massé Projet, entreprise de plomberie chauffage. Aujourd'hui, nous sommes 45 personnes dans l'entreprise, 3 activités, une partie SAV dépannage, entretien de chaudière, toute énergie, gaz, fuel, bois, pompe à chaleur, solaire. Une partie plutôt particulière avec des techniciens qui font des remplacements de chaudière, des travaux de salle de bain, des travaux de rénovation et neuf pour le particulier, et une autre activité plutôt tertiaire sur ce qui va être plateau de bureau, restaurant, collectif,
Donc voilà, aujourd'hui, 3 activités bien distinctes. Donc, au sein de l'entreprise, nous avons de multiples chantiers, donc beaucoup de dossiers à imprimer pour les techniciens, tout ce qui est plans, documentation technique des produits, les plans qui peuvent être modifiés régulièrement pour éviter toute cette problématique que l'on peut avoir en interne d'avoir des plans qui ne sont pas à jour, que les gars gardent avec le vôtre. On a eu la possibilité, y compris la Simpli, pour justement solutionner ces problèmes, et toujours mettre à jour sur notre application les plans à jour qui sont fournis par nos architectes ou nos élèves, afin que les techniciens aient en permanence les bons plans, des documentations techniques en permanence avec eux sur la tablette, pour éviter de toujours devoir rechercher dans le camion ou sur le chantier et de voir des papiers qui traînent, qui sont froissés. Voilà. Donc l'idée, c'était de pouvoir digitaliser pour que chaque technicien ait vraiment en permanence toutes les documentations et surtout les documentations à jour, de ne pas travailler sur un plan qui a pu être modifié ou autre. Ça permet aussi aux techniciens d'avoir leur planning directement sur la tablette. C'est quand même en permanence, c'est un plus pour eux, ça permet de valider les heures. C'est vraiment une application très complète. On est très content d'avoir fait ce choix. Si je devais aujourd'hui résumer la Simpli, c'est une utilisation très simple. Ça permet d'avoir une organisation en interne qui est quand même beaucoup plus fluide entre le terrain et le bureau, d'avoir une meilleure organisation et surtout du coup une meilleure réactivité et du coup une rentabilité quand même plus importante pour l'entreprise. Merci. Myriam, on passe à vous maintenant, à toi, pardon. Donc, tu es conseillère numérique à la CMA, qui est dans ce même bâtiment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton action auprès notamment des artisans du bâtiment? Oui. Donc, en fait, moi, j'accompagne les artisans dans leur transformation digitale. Donc, l'objectif, c'est de comprendre quels sont les enjeux de l'entreprise et quelles solutions, en fait, on peut mettre en face de ces problématiques. Donc, on s'aperçoit aussi que le digital, en fait, ça soulève beaucoup de questions humaines. Donc, des fois, on passe beaucoup de temps, en fait, à parler de l'humain plutôt que de parler du digital pour vraiment gratter le sujet et trouver les solutions adéquates. Donc, en fait, on accompagne de différentes façons. Soit c'est un simple diagnostic avec un plan d'action, ou alors on peut aller plus loin avec des accompagnements aussi personnalisés, des coachings personnalisés auprès de dirigeants. D'accord. Donc, c'est vrai que sur la problématique du BTP, il y a des demandes pas assez à mon goût. J'aimerais qu'il y en ait plus parce que c'est des problématiques moi, que j'adore personnellement adresser, mais moi, je ne peux pas faire de choix non plus. Et c'est vrai que c'est un secteur d'activité où vraiment la transfo digitale, enfin, la transformation numérique pose question et du coup peut apporter vraiment du confort aux équipes. Et on voit qu'aussi il y a un enjeu aussi de bien-être au travail, en fait, au travers toute la transformation, enfin, ou à travers les outils digitaux que peuvent apporter, en fait, les solutions. Je comprends un petit peu moins le monde de la grille, désolé. Mais, la chambre de la grille. Voilà, oui, voilà. Donc voilà, et après en ce qui concerne mon parcours, donc moi à la base j'ai plus 12 années d'expérience en développement commercial et en création d'entreprise. Donc j'avais co-créé une entreprise avec mon frère, j'ai créé une entreprise aussi de mon côté que j'ai laissé de côté. Et après ça a été plus du développement commercial sur des solutions en fait technologiques à valeur ajoutée. Donc en fait moi le monde du digital déjà c'est quelque chose dans lequel je baignais, mais j'avais envie en fait d'aller plus loin, pas que vendre des solutions, mais voilà, proposer un accompagnement, ce qui m'a fait rejoindre aussi la Chambre des métiers de l'artisanat. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire la parenthèse, j'ai suivi une formation de chef de projet en transformation digitale, que tu connais bien d'ailleurs, Delphine, à l'agence Voyelle, qui m'a permis en fait cette bascule et cette transition et de mettre un petit peu plus de compétences dans mes bagages professionnels et de me sentir légitime à ma place aujourd'hui. Ok, merci Marianne. Alban, quand tu vous présentez vos solutions d'Ilepix, comment sont accueillies ces solutions par les éleveurs, qui sont les utilisateurs finaux, il me semble?
Enfin, déjà, il faut que le grand public s'imagine moins que l'agriculture est rétrograde et n'utilise pas les nouvelles technologies. Ça fait des années et des années que les agriculteurs font leur déclaration PAC, la politique agricole commune, par Internet. C'est obligatoire. La totalité des agriculteurs le font, avec soit eux-mêmes, soit via le biais de leur expert comptable. Donc, c'est quand même une population qui est beaucoup plus connectée qu'on l'imagine. En moyenne, les agriculteurs ont 3 applications professionnelles agricoles sur leur téléphone portable. La météo, des applications un peu basiques de suivi, soit des cultures, soit des élevages. Ça existe, hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et la ressemblance avec le BTP, c'est que c'est des secteurs qui effectivement ont besoin de faire leur transition numérique et leur transition écologique. Donc nous, on essaie de concilier les deux. Et donc, quel message on donne aux éleveurs et aux éleveuses quand ils s'intéressent à nos solutions? Eh bien, au-delà de la qualité de travail, puisqu'en fait, on remplace des tâches répétitives, des fois des tâches dangereuses. Manipuler un cochon qui fait 150 kg et qui vous rue dessus, ça peut faire mal. On libère du temps le week-end, le soir, etc. Donc, tout cet aspect-là. Et le numérique devient quelque chose de transparent, c'est-à-dire que ce n'est pas une charge de travail en plus que d'avoir recours au numérique, c'est au contraire quelque chose qui enlève de la charge de travail. En même temps, ce n'est pas un contrôleur, ce n'est pas un flic qui regarde ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, c'est plutôt un outil d'aide à la décision aussi. Et puis troisièmement, ça laisse une traçabilité aussi au travail qui est effectué. Donc la plupart des agriculteurs aujourd'hui, on ne le sait pas forcément, mais ils ont des cahiers des charges très très stricts. Contrairement à ce qu'on peut voir dans la presse, des critiques qui sont faites sur l'élevage, qui sont le fait de peu d'élevage finalement. La grande majorité des élevages, ils ont des critères très stricts pour être dans des, par exemple, des labels rouges, pour être dans ce qu'on appelle des IGP, indications géographiques protégées, ou des AOP, indications d'origine protégée, ou les cahiers des charges des transformateurs ou des distributeurs, Carrefour, Intermarché, Super U, Leclerc, etc. Et donc, ils ont besoin de montrer que l'ensemble des tâches que les cahiers des charges leur impliquent de suivre ont bien été accomplies dans le bon temps, etc. Et préservent, encore une fois, le bien-être animal et puis la qualité de la production qui est faite sur les animaux. Dans la vidéo, on indiquait aussi qu'on optimisait, par exemple, la fertilité. Ça veut dire qu'on permet aussi aux éleveurs et aux éleveuses d'utiliser beaucoup moins d'antibiotiques, beaucoup moins d'hormones, qui sont parfois administrées de façon systématique pour prévenir d'éventuelles pathologies sur les animaux, parce que les animaux sont comme nous, ils tombent malades, hein, ils ont des vaccins comme nous. Le Covid nous a appris que le vaccin était quand même quelque chose qui était essentiel à la préservation même de la population humaine, dans cette pathologie qu'on a connue avec le Covid. Mais les animaux, c'est pareil, mais de temps en temps, quand on a pas beaucoup le temps de s'occuper de l'élevage, on donne des médicaments par défaut. Si on a des technologies comme les nôtres qui viennent surveiller les animaux à la place des humains 24/24, eh bien on peut éviter d'utiliser des antibiotiques et n'avoir recours aux médicaments que lorsqu'on a un besoin curatif, c'est-à-dire qu'on a identifié que les animaux qui ont besoin d'être suivis médicalement, d'être isolés et de recevoir un traitement. Et l'idée après, c'est que nous, quand on mange cette nourriture, elle n'a pas d'hormones, elle n'a pas d'antibiotiques, et donc on mange mieux et on mange plus sainement. Et l'éleveur, dernier point, il est beaucoup mieux rémunéré par son transformateur, parce qu'en fait, la viande, lorsqu'elle ne contient pas d'antibiotiques et d'hormones, elle est achetée jusqu'à 2 fois à 3 fois plus cher dans les filières bio, dans les filières très haut de gamme, sur des filières où les cahiers des charges sont encore plus stricts que le bio, que la viande qui est conventionnelle et qui est faite de façon industrielle. En moyenne, elle est achetée au moins 75% plus cher en France quand c'est du bio et jusqu'à 200 plus cher quand c'est des cahiers des charges très stricts. La promesse est énorme, je trouve. Donc, c'est des solutions qui sont facilitantes pour le travail des agriculteurs, dans les élevages. J'entends aussi efficience, efficacité, j'entends amélioration des conditions de travail. Alexandre, est-ce que Bâti Simpli, c'est aussi sur ces promesses-là que l'application s'est lancée? En fait, on est un domaine qui est un petit peu en retard sur ce sujet-là. Comme je dis, ça fait 17 ans que je fais la conduite de travaux. En fait, je travaille de la même façon qu'il y a 17 ans. Ça me paraît parce que je ne suis pas très âgé, mais malgré tout, moi, quand j'ai commencé conducteur de travaux, on enlevait la CB du bâtiment. En 2002, Internet, ça paraît super vieux, mais c'est 96, 97. Dans les PME, c'est 2002, 2003, 2004. Et moi, j'ai commencé à ce moment-là. Entre-temps, en fait, les clients sont ultra digitalisés, full d'informations, vont très très vite dans la diffusion. Les maîtres d'œuvre, c'est la même chose. On sort du la réunion chantier, il y a des comptes rendus, tout ça, ça s'est fait dans les 15 dernières années. À côté de ça, moi, en tant qu'artisan, la seule chose que j'ai changé, c'est à la limite, on traque les camions, on a une géolocalisation des véhicules. Autrement, on a tout le temps des plans qu'on donne aux gars le matin, on va 3 fois sur le chantier dans la semaine, et tout ça, en fait, c'est source d'erreur. La caricature, parce qu'on n'est pas forcément le milieu, on fait tous des projets chez soi, on trouve tous que le plombier est tout le temps au téléphone, il est injoignable, il ne répond pas. Et quand j'ai mis un receveur de douche anthracite, il m'a mis un blanc. C'est hyper caricatural. Et du point de vue du client, c'est incompréhensible. Et cette idée de diffusion, alors on a
utilisé, en fait, enfin, on a 20 entreprises bêta-testeurs qui nous ont aidé justement à peaufiner ça. Parce qu'au-delà des fonctionnalités, on a priorisé 5, qui sont les plannings, les plans de charge d'entreprise, la gestion documentaire, les messageries dédiées par chantier et les fiches d'ordre. Il y en a d'autres fonctionnalités qui vont arriver, mais l'idée, c'est pas d'arriver avec un outil trop compliqué, parce que c'est un petit peu ça qui a bloqué, en fait. Ça nous a permis de bien comprendre, en fait, c'est surtout les freins, pourquoi cette communauté-là, en fait, par rapport à tout le reste de la population et plein d'autres métiers, elle n'a pas utilisé, ne serait-ce qu'un WhatsApp, ne serait-ce qu'un Messenger traditionnel pour communiquer. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens sont overbookés. Donc, quand on est plein de travail, en fait, la priorité, c'est la facture du lendemain ou l'ouvrage. Ce qui fait qu'on a du mal à prendre du recul. Donc, il y avait les coûts aussi, parce qu'en fait, les ERP ou les logiciels aujourd'hui, c'est très tentaculaire. Donc, en fait, quand c'est rentré dans une entreprise, pour changer de système, c'est quasiment impossible. Quand bien même on prendrait le meilleur outil du rapport qualité-prix du marché aujourd'hui, peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, on voudrait changer, on ne peut pas, parce que c'est trop de complexité. Il y a aussi, c'était une grosse complexité, c'était l'acquisition par les compagnies. Parce qu'il y a aussi des idées reçues sur le sujet, méga politiques. C'était vraiment alors qu'en fait, dans leur vie personnelle, ils utilisent tout à fait, ils créent une discussion pour un week-end, ils le font de façon naturelle. Par contre, dans l'entreprise, ils vont passer 3 fois dans la semaine pour récupérer un plan. Et à 30 km de l'entreprise, on n'est jamais sûr, en fait, c'est la version 4 ou la version 5 qui est sur. Et du coup, on se retrouve un client qui arrive le soir et qui dit non, c'est pas le plan que moi j'ai validé, quoi. On était autour de ce sujet-là. Donc, je dirais techniquement, on n'a pas inventé de technologie, on a juste adapté en fait ce qui existe déjà en termes de communication à la communauté BTP. Et on a une grosse ADN bâtiment dans l'entreprise et une pédagogie. En fait, on parle beaucoup de fracture sociale. Je suis très convaincu là-dessus. C'est le président 95 qui a été élu sur le sujet. Je pense que presque 20 ans après, en fait, c'est pire. Et donc, la fracture numérique, aujourd'hui, il y a un tel décrochage. Aujourd'hui, on parle de méta, on parle d'acheter des terrains numériques. En fait, il y a un tel décrochage que les gens, aujourd'hui, il y a une partie de la population qui n'a même plus envie d'en entendre parler. Et nous, on s'adresse un petit peu à ce. Vous avez la force d'écouter et de comprendre les usages des uns des autres pour en faire une application accessible. Tout à fait. Alors après, on travaille sur la vision, des lunettes connectées. Ce qui se fait depuis 15-20 ans dans le médical, dans l'industrie. Dans le bâtiment, on a encore des conducteurs de travaux qui vont faire 50-60 000 km pour aller voir un chantier à distance, quoi. Alors que le chef de chantier qui est sur place, tout à fait se connecter. On fait une vision, on fait le tour du chantier ensemble. Là, en termes de coût pour une entreprise, c'est colossal. Et là, on touche aussi à des enjeux de transition écologique, pour le coup, si ça évite des déplacements multiples. C'était pas l'enjeu de départ. On s'en rend bien compte. Les exemples sont ultra concrets, ultra pragmatiques, mais je donne tout le temps l'exemple d'un maçon que j'ai été voir il y a à peu près 6 à 7 mois, qui n'y voyait aucun intérêt. Pourquoi une tablette, quoi. Le mur qui est monté aujourd'hui, on ne va pas le casser demain pour remonter 10 cm plus loin après-demain, quoi. Et il dit, ah bah oui, donc c'est un coup de gomme au bureau, en fait, c'est 2 heures de marteau-piqueur sur le chantier, et en fait, c'est tous les jours, partout. Autour de ça, je pense qu'on part tous d'une problématique, dans notre expérience. Et la nôtre, c'était ça. D'accord. Et en ce qui concerne les problématiques, justement, Myriam, quand des entreprises, des dirigeants te contactent, c'est quoi les problématiques récurrentes dont ils te comparent? Alors, les problématiques récurrentes, c'est pour les zones du BTP, c'est de ne pas forcément savoir à combien le chantier me revient, en fait. Et je ne sais pas si je suis rentable sur tel ou tel chantier, parce qu'il n'y a pas forcément d'outil, en fait, qui permet de l'évaluer. Problème de stock aussi, en se disant, mince, j'ai pas de stock et en fait, je suis obligée d'envoyer mes gars aller acheter du stock avant d'aller au chantier. Donc, il y a de la perte de temps. Un problème là on m'a confié récemment, c'est un dirigeant qui adore l'aspect commercial. Donc, il est dans la couverture, en fait. Il adore l'aspect commercial. Il travaille un petit peu sur des projets de moutons à 5 pattes que personne ne veut, mais que lui, ça éclate. Mais concrètement, il est complètement en retard dans tous ses devis parce qu'en fait, il est sans cesse en train de courir après le temps, la problématique du temps et de gérer tout autre chose que limite son cœur de métier est, en fait. Et du coup, c'est souvent des problématiques de se dire mince, mon cœur de métier, il est au développement de mon activité, de chouchouter mes clients, de chouchouter mes prospects, etc. Et ça, là, je ne peux pas le faire, quoi. Je ne peux pas mettre l'humain au cœur de mon entreprise parce qu'il me manque les outils. Et après, il y a beaucoup de freins.
il y a des freins vraiment, il y a de l'humain, enfin vraiment, comme je disais tout à l'heure en préambule, il y a des freins en disant mais je ne vais pas savoir, je vais pas, les équipes ne vont pas suivre aussi, il y a cette problématique-là. Et en fait, il faut vraiment embarquer en fait, les équipes. Moi, je prends l'exemple aussi d'une entreprise en fait, de carrelage. Et du coup, en fait, l'entreprise avait été rachetée. Historique, il y avait aussi la secrétaire qui avait été rachetée. Et en fait, la secrétaire a historiquement travaillé avec des tableaux Excel. Donc, l'entreprise a grossi. Ils étaient arrivés à une vingtaine de salariés. Donc, du coup, elle ne pouvait plus fonctionner avec les tableaux Excel. Il y avait quelqu'un qui s'occupait aussi des ressources humaines. Il y avait quelqu'un qui s'occupait de tout ce qui était aspect commercial. Et en fait, tout était verrouillé par cette personne-là. Donc, quand on m'a reçu, par exemple, on m'a reçu un jour où cette dame n'était pas là pour justement ne pas la vexer. Mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, ça causait des problématiques dans toute l'entreprise. Le dirigeant en avait conscience. Et en fait, lui, il avait peur de froisser cette secrétaire, alors que tout le monde subissait. Et au final, il a fallu la mettre au cœur du dispositif, au cœur du changement, qu'elle se rende compte, en fait, des petits cailloux dans la chaussure que ses collègues avaient, qu'elle fasse elle-même, en fait, la récolte des ingrédients, de dire qu'est-ce qui pourrait, toi, te faciliter la vie, toi sur le chantier, toi aux ressources humaines, toi au commercial, etc., pour être ambassadrice de la solution qu'au final, ils ont retenue et qui solutionnait une partie des problèmes. Je ne veux pas dire que le digital, ça solutionne et tout, mais une partie des problèmes. Et du coup, on voit qu'aussi, les freins, ils sont vraiment humains, quoi. Et c'est juste se dire, mais non, mais vous êtes capable. Et c'est comme tu le disais tout à l'heure, Alexandre, on a tout un tas d'applications sur son téléphone. Donc, en fait, on est déjà digitalisé sans le savoir, quoi. Et c'est juste de passer ce petit cap qui est dans la tête, au final. Et du coup, et puis après, voilà, ça s'accompagne aussi, le changement aussi en entreprise par des formations, par des découvertes aussi d'outils. Peut-être pas plonger tout de suite sur un outil, mais de se dire, je vais faire une démo de cet outil-là, de tester 2-3 outils, de voir lequel correspond le mieux. Après, on ne trouvera jamais chaussures pile-poil à son pied comme Cendrillon, mais il faut savoir aussi dire, voilà, ça, je ne transige pas là-dessus, c'est vraiment des options et des solutions que je veux. Et puis, bon, ça, je peux peut-être négocier. Donc j'entends qu'il y a un enjeu, on en a parlé, vous l'avez tous évoqué, l'enjeu humain dans ces accompagnements-là, d'embarquer les équipes en place, peut-être de faire baisser les quelques craintes par rapport à l'outil. Est-ce que de digitaliser son entreprise ou de prendre en main des outils digitaux pour son élevage, ça favorise aussi les recrutements? On sait que sur ces secteurs, le recrutement ne sont pas toujours simples et notamment sur notre région, c'est des grands employeurs, le bâtiment et l'agri. Est-ce qu'à votre avis, une entreprise qui propose ce type d'outils ou un élevage qui s'est aussi un petit peu transformé et digitalisé peut donner envie de venir travailler? Si je dois commencer sur l'élevage, déjà, on a un problème de pénurie d'emploi. Il y a beaucoup de gens il y a peu de gens qui veulent faire ces métiers-là parce qu'ils sont considérés durs, avec des horaires un peu compliqués. C'est des métiers où il faut être en forme physique, parce que souvent c'est assez physique. Et donc, la problématique des éleveurs et des éleveuses aujourd'hui, en tout cas ceux qui sont en production industrielle, qualitative, c'est de trouver des collaborateurs, des collaboratrices, et donc rendre le métier plus attractif en y introduisant du digital, en introduisant du pilotage par des outils numériques. Ça rend un peu plus sexy, pardon, l'expression, le métier. Il y a de plus en plus de collaborateurs non agricoles qui s'intéressent à ces métiers-là, qui veulent donner du sens à leur vie et qui veulent plus être dans des bureaux, etc. Et avant, c'était vraiment réservé à des gens qui avaient une formation agricole. Donc, c'est aussi un moyen, effectivement, pour ces entreprises-là, d'attirer des profils qui ne sont pas forcément issus que des lycées agricoles, que de parents agriculteurs. C'est le premier axe. Deuxième axe aussi, c'est que les outils numériques amènent des compétences supplémentaires. Nous, on est dans le domaine vétérinaire notamment, et des fois, c'est même compliqué pour l'éleveur ou l'éleveuse elle-même de savoir si un cas de maladie ou un cas de nutrition qui n'est pas bonne est pathologique ou lié simplement à un phénomène météorologique ou autre. Eh bien, l'idée, c'est de dire on va avoir un système d'aide à la décision qui va permettre à nos collaborateurs de ne pas faire trop d'erreurs, de ne pas avoir systématiquement à se demander s'ils font le bon geste ou pas. Et puis, c'était évoqué un petit peu, il y a la pandémie a fait que les vétérinaires ne pouvaient plus aller dans les élevages pendant un certain temps à cause du Covid. Donc, comme le disait Alexandre, d'avoir des outils qui permettent de surveiller à distance pour ces collaborateurs-là, plutôt que d'aller eux-mêmes faire des kilomètres dans les élevages. Il y a des élevages, des fois, qui sont très grands. Les bâtiments peuvent faire plusieurs centaines de mètres de long.
faire des allers-retours toute la journée pour surveiller les animaux, c'est pas passionnant. Alors qu'on peut avoir une très bonne compétence agronomique ou vétérinaire à identifier des cas problématiques sur les animaux. Et donc d'avoir des outils numériques qui sont capables de détecter ces cas-là, qui rendent le métier moins fastidieux, et de pouvoir se concentrer sur une tâche un peu plus intellectuelle, on va dire, un peu plus à valeur ajoutée sur les animaux, oui, ça intéresse les collaborateurs. Et puis comme je le disais, comme c'est des cahiers des charges très stricts, c'est parfois fastidieux. Avant, il y avait plein de papiers à remplir, comme dans d'autres secteurs. Enfin, c'était des cahiers avec des tonnes de feuilles à remplir. Demain, ce sont plutôt des outils qui vont faire la collecte de ces outils-là, de ces data-là, pardon, de ces données-là, pour parler français. Et donc, ça va permettre aux collaborateurs, encore une fois, de se concentrer plutôt sur des tâches à valeur ajoutée plutôt que des choses fastidieuses, répétitives et pas forcément intéressantes. Donc, je pense pas tout de suite, il ne faut pas mentir, mais le secteur est en train de se transformer et veut proposer des outils un peu meilleurs. Et puis, il y a la robotique aussi, on ne parle pas trop ça aujourd'hui, mais la robotique utilise beaucoup de logiciels et il y a de plus en plus de machines robotisées dans les élevages, justement pour faire des tâches répétitives, donner à manger aux animaux, c'est pas forcément passionnant, à conduire une machine pour qu'elle délivre de la nourriture. Mais par contre, de bien piloter une machine pour qu'elle donne les bons ingrédients en bonne quantité, aux bons animaux, au bon moment, au bon endroit, etc. Ça, c'est un vrai savoir-faire et c'est plus intéressant que de conduire la machine. Chez Diletix, on parle d'agriculture de précision. Ça va devenir une science exacte avec ces outils que vous développez? Même nous, on parle d'agriculture de haute précision, puisqu'on arrive sur la partie culture à descendre en dessous du centimètre, quasiment de précision, grâce aux outils numériques, grâce au GPS, grâce aux satellites. Mais l'idée, c'est que l'agriculture de précision, c'est plus introduire la transition écologique, c'est-à-dire qu'on va remplacer la boîte à outils chimique qui a été inventée après la Seconde Guerre mondiale pour nourrir la planète par des logiciels, par des robots qui vont permettre de traiter des problématiques mécaniquement là où on mettait plutôt du chimique. Un exemple très concret, au lieu d'enlever les mauvaises herbes avec des produits chimiques toxiques pour le sol, on va faire passer une machine qui est tellement précise que sans produits chimiques, elle va pouvoir enlever les mauvaises herbes sans abîmer la plante d'intérêt. Et ça va faire une vraie transition écologique et ça va faire de l'agriculture de précision puisqu'on va pouvoir revenir à des cultures agriculturales ancestrales. On préserve le sol, on préserve les couverts végétaux parce qu'on a des machines tellement précises qu'elles sont capables d'enlever même dans un mètre carré de plantes qui sont nécessaires, uniquement les plantes qui peuvent être toxiques pour l'homme ou les animaux ou des plantes qui sont trop concurrentes de la plante d'intérêt, tout en laissant un couvert végétal sans avoir à charrier à 50 cm de profondeur la terre et d'abîmer tous les réseaux mycorhiziens, etc. Donc oui, l'agriculture de précision, que ce soit en élevage ou en agriculture, elle arrive et elle donne des métiers, justement, si on doit revenir un peu plus high-fly. Nous ce qu'on propose, c'est plutôt des jobs à des informaticiens, tu viendras peut-être sur ces questions-là après, mais à des ingénieurs, à des techniciens, des gens qui ont fait des BTS ou des écoles d'informatique, pour donner du sens à leur carrière. Ils ne veulent pas travailler dans l'aérospatiale, ils ne veulent pas travailler dans la défense létale. L'agriculture, le bâtiment, pour moi, vont offrir des perspectives de carrière à des gens qui font ces métiers-là, alors qu'avant, ils ne s'y intéressaient pas forcément parce qu'il n'y avait pas d'opportunité, et y compris aussi des profils plus féminins qui s'intéressent à des sujets comme les nôtres. Alexandre, est-ce que ces mutations sur le secteur du bâtiment permettent aussi de favoriser les recrutements? C'est un élément parmi nous, on est vraiment dans les mêmes problématiques. Ouais. Clairement, c'est clairement là-dedans. Mon rôle à la Fédé, il est aussi au cœur. C'est un sujet qui est au cœur de nos préoccupations. On parle de féminisation, on parle de donner du sens. Alors c'est vrai que la crise, clairement, elle a changé des états d'esprit. On n'a jamais eu autant de personnes en reconversion, clairement. J'ai moi-même dans mon entreprise 2 personnes. Travaillé dans un organisme bancaire en région parisienne il y a 2 ans, et aujourd'hui je fais une formation traductrice. Parce que oui, justement, on est capable d'apporter cette différence-là. Donc, comme on dit, ça se fait du jour au lendemain, c'est vrai. On a quand même des problématiques de recrutement, il n'y a pas une solution à ce problème. Ça sera sur beaucoup d'axes, l'image et aussi la valorisation de nos métiers. Souvent, je trouve, on n'a pas travaillé sur ce sujet-là pendant longtemps. Donc il y a aussi des mentalités qui sont cassées. L'éducation nationale, nous, c'est un vrai combat. Les CFA sont gérés par les fédérations et par les fédérations, je dirais. Mais, un exemple pareil, concret, mais ça a mis, je crois, 2 ans, un truc comme ça, pour en fait les fiches d'orientation à sortir de 3e, c'était redoublement ou comme en apprentissage. Et la 2e case, c'était passer en seconde. Mais il y a 3 cases. Rien que pour changer ce sujet-là, on a passé plusieurs années, quoi. Déjà, il faut travailler là-dessus. Oui, le numérique aussi. La robotique, c'est un sujet qui va arriver sur la table aussi. Nous, on a des robots qui posent du carrelage, parce que le carrelage, l'ouvrage en lui-même, il va faire le tour, il va faire des coupes. Et en fait, le robot, il est capable sur des grandes surfaces
carreaux. Ça va arriver. L'outil numérique aussi, parce que casser, refaire, quand même pas très épanouissant. Donc ça existe beaucoup. Donc oui, ça contribue. Donc c'est vrai qu'on ouvre cette perspective-là. Et après, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne mettait pas en avant et dans l'école aussi. Comme le côté liberté au travail, on travaille dans un espace plus large, enfin, il y a une vie dans l'entreprise. Parce que c'est vrai qu'un travail purement bureautique, en fait, avant, on travaillait à l'usine devant la machine, je trouve que maintenant, on travaille dans le bureau devant son ordinateur. C'est un peu pareil, et je trouve qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui se rendent compte que c'est quand même plus épanouissant d'avoir les interactions avec les animaux, avec les autres personnes sur le chantier. C'est une vraie vie, je dirais, on rencontre des gens différents, enfin, des personnes différentes tous les jours. Et ça, c'est des arguments pour nous. Le digital, alors le numérique, c'est pareil, pour moi, c'est un outil. Hein, pour moi, en fait, mais tout ce qu'on en est, quand on est innovant, en fait, il y a une problématique qu'on se rend compte en fait dans sa vie quotidienne, que ce soit professionnelle ou personnelle. Souvent, ça part de ça. Après, avec un peu de réflexion, on en détermine les causes. Et puis après, on est innovant quand on apporte une solution. Alors, elle peut être numérique, mais elle peut être autre que numérique. Hein, mais je dirais déjà, pour moi, on est innovant quand on apporte une solution à cette problématique-là. Et je trouve qu'on est dans cette recherche-là quand même. Oui, pour moi, les métiers changent et on a des populations différentes. Avant, souvent, le plâtrier était fils de plâtrier. Quoi. Et on a moins ça. Alors, ça ne change pas du tout du jour au lendemain. Puis bon, il y a une question de volume, hein, des problématiques de logement. On peut passer depuis 20 ans, donc c'est pas en une année qu'on va résoudre ces problématiques-là. Après, le bâtiment, on a toujours été, et l'agricole aussi, on prend pareil, on prend les fonds de classe, on prend les migrations, on prend les gens en difficulté. Et tout ça, en fait, c'est des gens qui ne sont pas dans le circuit éducation nationale traditionnel. Que ces deux milieux-là, ils sont hyper comparables. Aujourd'hui, je trouve que quand même, ça a plus d'écho qu'il y a 10 ans. Et le fait d'avoir ces sujets-là en termes de modernité, du coup, ils s'y retrouvent un peu plus. Et au-delà des utilisateurs de vos solutions, dans vos entreprises, Alban et Alexandre, c'est quoi les compétences clés et peut-être les recrutements dont vous avez besoin pour faire sortir vos solutions, pour proposer ces solutions numériques? Comme l'a dit Alexandre, je pense qu'il ne faut pas penser qu'il faut faire que des grandes écoles prestigieuses pour faire de l'intelligence artificielle ou du numérique pointu comme nous on fait. Et Alexandre a raison, nous on est 10% du métier de l'éleveur, hein. 90% c'est du savoir il ou elle a, c'est du métier physique, voilà. Nous on ne solutionne pas tout, c'est bien important de comprendre ça. Et chez nous, ça va de l'alternant en apprentissage jusqu'à l'ingénieur de grande école. Et tout est important parce que d'abord, je crois beaucoup, j'ai eu travaillé à la CCI, donc je connais bien ce monde de la formation et je suis tout à fait d'accord avec Alexandre, j'ai toujours trouvé horrible. Donc, quand on était petits, ceux qui n'étaient pas bons en classe, ils allaient en CCPN au collège, je ne sais pas si vous vous rappelez, et puis ils finissaient forcément dans des métiers manuels. Je trouve ça complètement crétin. Je pense que tout le monde a le droit à un parcours normal, même s'il n'est pas fait pour l'enseignement en matière générale. Il y a des très beaux métiers dans le domaine manuel. La boulangerie, pâtisserie, etc. On peut en parler aussi. Il y a plein de métiers qui sont très nobles. Et nous, on essaie de donner ça. L'informatique, c'est aussi un métier où on peut faire des choses qui servent la planète, qui servent les humains. C'est pas que le Bitcoin, c'est pas que la crypto, c'est pas que la cyberguerre. C'est des solutions qui peuvent aider à mieux manger, à être en meilleure santé, etc. Donc chez Dilepix, on recrute de l'alternant qui est en tout début de formation, qui est parfois en reconversion. On a chez nous un alternant qui a fait d'abord de la compta, puis qui maintenant fait du graphisme, par exemple. On est très ouvert à ce genre de choses. Moi, j'aime bien, c'est des personnes. J'aime pas les premiers de la classe, moi, chez Dilepix. Les premiers de la classe, ils savent tout. Ils veulent jamais rien savoir des autres. Ils veulent jamais rien apprendre des autres. Ils veulent imposer leur point de vue. Je caricature un peu. Moi, je préfère des gens qui ont un parcours un peu complet, un peu parfois chaotique, qui ont fait différentes choses dans leur vie, sont souvent plus matures, avec plus d'humilité. Et ils ont une vraie envie d'apprendre. Et ça peut aller donc du DUT, BTS, jusqu'à l'école d'ingénieur. Nous, ce qui compte surtout dans des petites entreprises comme la nôtre, on est 14, on a des compétences tellement pointues que souvent elles ne sont pas enseignées dans les écoles. Une partie de la formation se fait chez Dilepix. Et donc, ce qui va beaucoup compter chez nous, c'est la bienveillance, les qualités interpersonnelles, sa relation aux autres, tous les soft skills qu'on lit un peu en anglais. Donc, moi, je suis plus attaché à vérifier que la personne va bien s'intégrer dans l'équipe, qu'elle a compris la culture de l'entreprise, qu'elle est prête à apprendre, qu'elle est prête à partager. Et après, je pense que je préfère prendre un profil qui est un chouïa moins compétent peut-être qu'un autre, qui va être un peu prétentieux ou un peu fermé dans ce qu'il a envie de faire, et d'avoir quelqu'un un peu plus ouvert qu'on va devoir former. Alors ça, c'est
la big picture, si tu veux. Et après, en termes de compétences précises, donc nous, on est dans le domaine de l'intelligence artificielle, décomposée en deux parties, la vision par ordinateur et le deep learning. La vision par ordinateur, ça nécessite quand même des compétences particulières. Donc là, on est plutôt sur l'école d'ingénieur, donc savoir traiter des images par des algorithmes informatiques. Et puis, le deep learning, c'est pareil, c'est un peu pointu. C'est des réseaux de neurones, donc on simule par des logiciels informatiques le fonctionnement du cerveau humain. On fait des agronomes virtuels, si vous voulez. On fait le jumeau numérique d'un agronome. Et là aussi, ça nécessite quand même des fortes compétences en mathématiques. Donc forcément, il y a une compétence. Mais entre les deux, on a des gens qui font du front-end, donc des interfaces web. On a des gens qui font du back-end, du cloud. Là, on peut avoir un BTS et commencer là-dedans. On peut avoir des techniciens qui vont dans les fermes aider à mettre en place des caméras, mettre en place des systèmes de surveillance des cultures, à embarquer tracteurs, par exemple. Donc là, c'est vraiment technicien informatique. Donc chez Dilepic, il y a potentiellement toute la gamme possible de métiers dans la formation technique en informatique, jusque dans la formation très haut niveau ingénieur. Est-ce que c'est difficile de recruter pour Dilepix aujourd'hui? Alors, c'est difficile de recruter parce qu'on est concurrencé par des très grandes ESN, entreprises de services numériques, ou des grandes entreprises d'ingénierie, je ne vais pas citer de nom, mais qui offrent des salaires très élevés. Il y a une vraie concurrence sur nos métiers. Mais la chance qu'on a, c'est que justement, on est vu comme une entreprise bienveillante, on est vu comme une entreprise avec une belle marque employeur. On fait très attention, nous, il y a beaucoup de télétravail chez nous, on fait attention à permettre la vie privée, notamment des jeunes parents. Donc, ils peuvent s'arrêter à 16 h, aller chercher leurs enfants, puis reprendre le travail après 18 h, par exemple. Donc, nous, on est assez souple là-dessus. Ce qui compte, c'est que le travail soit fait, qu'il y ait des résultats. Moi, je ne demande pas à mes collaborateurs qu'ils arrivent à 8 h le matin quand il y a plein d'embouteillages sur la rocade de Rennes. Ils peuvent arriver à 9 h 30 s'ils le veulent. Voilà, je demande juste que le boulot soit fait. Je dois être très, très simple là-dessus. Et moi-même, je n'aime pas être dans les embouteillages, donc je ne l'impose pas à mes collaborateurs. Donc, nous, on essaye d'offrir une façon de travailler dans nos bureaux, en tout cas, ou chez soi, qui soit différente des ESN, qui soit différente des grands groupes, et on essaye d'arriver à des salaires du marché quand même aussi. Mais la difficulté qu'on a, c'est ça, d'être compétitif par rapport à ce que peuvent proposer les grands groupes, mais on arrive à recruter les personnes qu'on veut. Je ne dirais pas qu'on a un problème de recrutement, y compris sur le bassin rennais. D'accord. Alexandre, chez Bâti Simpli, c'est quoi les compétences en place? Alors, on est loin mûr, nous, dans l'histoire de l'entreprise. Sur ces 6 jeunes recrutements. On n'a pas de problématique de recrutement. Après, il y a pour moi, c'est très important en fait, d'avoir une grosse ADN BTP. C'est un peu notre différence aussi. Que ça, c'est un sujet important pour nous. C'est au moins avoir de l'empathie pour le sujet. Au mieux, c'est les parents. Au mieux, j'ai une expérience dans le bâtiment. C'est le cas du responsable produit qui était apprenti chez moi il y a 10 ans. 3 ans d'apprentissage, c'était compliqué en troisième, et puis in fine, il s'est éclaté sur le terrain. Et c'est vrai que pareil, c'est un peu le responsable fait qui parle, mais en fait, on dit souvent, on peut être apprenti, on peut être chef de chantier, et puis dans 20 ans, on monte une entreprise. Alors, c'est un super parcours, très bien ça, mais on peut aussi s'appuyer sur son expérience chantier pour faire d'autres métiers. Ce qui se fait dans tous les autres domaines, et ça peut être valorisé aussi. Là, en l'occurrence, moi, j'ai un exemple hyper concret, c'est que la personne en question a continué en alternance dans une bonne intérim BTP. In fine, il était responsable comme réalité virtuelle chez Saint-Gobain, et c'est récupéré. Donc, l'histoire est belle, quelques 10 ans après, il revient travailler pour Bâti Simpli, parce que 10 ans après, on digitalise la vie du chantier. C'est typiquement, je trouve, les parcours intéressants. Parce que on peut faire 5 ans de maçonnerie sur un chantier, ça peut nous apporter énormément déjà, je trouve, dans la prise de responsabilité, dans l'autonomie au travail, parce que les gars, ils sont sur le terrain, ils sont brouillants. Clairement, on dit sur le chantier, il faut se démerder. Et n'empêche que quand on les voit dans d'autres métiers, c'est vrai, ils ont une faculté d'adaptation qui n'est pas donnée ailleurs. Ça, c'est positif. Après, chez Bâti Simpli, non, on n'a pas de problème de recrutement pour le moment, au sens où l'entreprise n'est pas encore dans un mode de recrutement total. On est 8 personnes aujourd'hui. Et pas de problématique. Et quels sont les métiers parmi ces 8 personnes? Pareil, c'est hyper varié pour le coup. Je pense qu'à terme, dans l'entreprise plus mûre, on va la du développement informatique. Alors pour moi, c'était important aussi parce que c'est le deuxième projet informatique que je monte. C'est vrai que le monde du développeur, c'est compliqué et quand on est entrepreneur, c'est très compliqué. Aucune visibilité sur cette chose. C'est vraiment difficile. Donc en fait, on a tendance à vouloir prendre un senior. Ça coûte très très cher. Et en plus de ça, souvent, c'est des gens qui ont déjà monté leur système, monté leur sujet, monté leur application. On a du mal à en trouver. Et puis bon, ils vont plus aller chez Apple, chez Orange que chez Bâti Simpli.
Et donc, en tant qu'entrepreneur, on a du mal à prendre des juniors parce que on n'a pas de garantie sur le travail, sur le résultat. Et le code, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile à apprendre. Donc, je dirais, nous, on a des codeurs. Ça c'est notre part, surtout sur la recherche. Pareil, c'est des techniciens en fait qui ont une grosse connaissance métier pour faire la pédagogie, parce qu'il n'y a pas le terme de formation. Et pour faire la pédagogie auprès du milieu, il va falloir un langage. C'est un métier sur lequel on se développera. Moi, quelqu'un qui a été conducteur de travaux pendant 10 ans et qui souhaite digitaliser le métier, qui vient de venir travailler chez nous, ce sera un très bon parler aux gens de son milieu pour dire voilà pourquoi le métier. Après, comme tout le monde, il y a du social media, il y a du marketing. C'est vrai que c'est quand même des entreprises où c'est vraiment varié en termes de compétences. Myriam, les dirigeants que tu accompagnes ou les entreprises dans lesquelles tu interviens, quand elles digitalisent ou quand elles déploient un outil, à ton avis, c'est quoi les compétences clés? Est-ce qu'on doit passer par de la pédagogie? Est-ce qu'on doit passer par de la formation? Est-ce qu'on doit passer par du recrutement quand on digitalise son entreprise? Alors, déjà, désolé. Il n'y a pas de problème. Moi, il est complètement parti. Je n'ai pas du coup pollué ton discours. Après, ça dépend en fait de la taille des entreprises et des moyens aussi que l'entreprise va avoir à disposition. Donc, parfois, c'est quelqu'un en interne qui prend cette casquette-là parce qu'il y a une appétence digitale et un côté un peu early adopter. Enfin, j'aime bien les nouvelles technos, donc je vais donner une impulsion dans l'entreprise et voilà, donc ça peut être ça. Parfois aussi, c'est une vision aussi qui est portée par le dirigeant. Donc là, je prends l'exemple d'une entreprise où vraiment le dirigeant voyait que tout l'intérêt en fait des solutions digitales, mais n'avait pas le temps de le mettre en place. Il a du coup recruté une personne à mi-temps et en CDD en fait, juste pour conduire en fait la transformation le temps du projet. Ouais, le temps du projet dans l'entreprise. La partie pédagogie, formation, accompagnement, c'est quelque chose aussi de nécessaire, de vraiment en fait passer par la case formation en fait, ou alors se faire former par l'outil qu'on a choisi, peu importe en fait, soit un intervenant extérieur, soit l'intervenant de la solution. Donc c'est plutôt comme ça que ça se dessine quoi. Mais et après il y a beaucoup dans le monde de l'artisanat les N+1, donc qui sont bien souvent des épouses et qui en fait ont souvent plusieurs casquettes, donc elles ont souvent leur boulot à elles, plus aussi elles mettent la casquette des fois community manager, des fois webmaster. J'en ai vu une, elle a fait le site internet de son mari, donc voilà, en fait, les compétences, je pense qu'elles sont un peu partout. C'est pas propre à chaque. Il n'y a pas vraiment une façon particulière de dessiner ce poste-là dans l'entreprise. Je crois que ce qui est commun un peu à vos trois discours, c'est l'idée d'envie, ouais. de posture aussi pour l'idée des projets. De toute façon, la compétence en vrai, pour toutes les entreprises, dans tous les domaines, un tempérament, une mentalité, ou en tant qu'entrepreneur, on ne changera pas. Donc, je pense qu'on porte tous un petit peu la personne en elle-même, est-ce qu'elle est compatible avec notre façon de travailler, avec notre entreprise. Après, si elle manque un peu de compétences techniques, ça, on est capable de le combler. Et par contre, si humainement, ça ne matche pas, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est pour ça, je pense que moi, en regardant, on est pas mal. Donc, si je pense, en fait, on a eu beaucoup plus de mal avec des gens à qui ça ne passait pas humainement, plus qu'avec des gens techniquement, ça ne passait pas. C'est pour ça que je pense qu'on a par expérience, on me demande de faire plus attention à ça qu'à la compétence. Apprendre, on apprend tout ça. On est des chefs d'orchestre aussi. On est dans l'orchestre, il y a des débutants et puis il y a des solistes qui sont bien meilleurs que nous dans leur domaine. Donc, il faut savoir gérer les égos, il faut savoir manager l'ensemble de l'orchestre. Nous, on écrit la partition, puis on essaye de faire que l'orchestre joue bien. Et il y a tout, en fait. Encore une fois, il y a des gens qu'on va devoir former, et puis il y a des gens qui arrivent avec plus de bagages que nous-mêmes, on en a. Et moi, je préfère faire ça. Je préfère aussi faire appel des fois à des gens qui vont me dire ce que je dois faire sur leur domaine, parce que c'est pas ma compétence. Donc, un manager ou un dirigeant d'entreprise, c'est pas quelqu'un qui sait tout et qui embauche des gens qui sont moins sachants et à qui il va distribuer du savoir. C'est dans les deux sens, ça circule dans l'entreprise aussi entre les collaborateurs. Tout à l'heure, j'ai pas mentionné une chose pour répondre à ta question, c'est que
peut-être à la différence du bâtiment, je sais moins comment ça se passe dans le bâtiment, mais nous, dans l'agriculture, on a quand même aussi donc, les chambres d'agriculture, bien sûr, avec des techniciens qui vont sur le terrain aider les agricultrices, les éleveurs à faire de leur transition écologique et numérique. Et on a aussi les coopératives qui sont quand même à la manœuvre. Souvent, la plupart des agriculteurs sont membres de plusieurs coopératives selon les différentes activités qu'ils ont dans la ferme, élevage, culture, etc., lait, viande. Et dans les coopératives, il y a des techniciens qui sont là aussi pour porter l'arrivée des nouveaux outils dans les fermes pour justement relier la data entre le producteur en amont et puis jusqu'au distributeur, et entre les deux, il y a le transformateur, bien sûr. Et donc, ces techniciens et ces techniciennes viennent apporter aussi des outils, viennent former les agriculteurs au numérique. Donc, on n'est pas les seuls à agir sur ce domaine-là. Il y a plein d'autres métiers que les nôtres qui peuvent s'exercer en chambre d'agri, qui peuvent s'exercer en coopérative. La différence peut-être avec le BTP, c'est que progressivement, on voit dans l'agriculture qu'il n'y a plus besoin d'être fils de ou fille de agriculteur. En tout cas, dans nos métiers, moi, j'ai quasiment personne, à part une personne dans mon équipe, qui a des parents agriculteurs. Ce sont tous des gens qui viennent avec des parents qui ont exercé d'autres métiers. Alors, c'est hyper important parce que ça a longtemps été ça. Et les gens, même, on a eu des gens en entretien qui nous disaient, au début, j'ai pas osé postuler chez vous parce que je suis pas dans l'agriculture et j'avais peur que vous ne me reteniez pas sur ce critère-là. Et on leur explique que non, nous on fait de l'informatique, on n'est pas dans la ferme tous les jours. À l'inverse, nous-mêmes, on amène tous nos collaborateurs sur des salons, par exemple sur le SPACE, un salon agricole qu'à l'URN. On a la chance, c'est un des plus grands salons européens dans nos domaines qu'à l'URN. Et de temps en temps, on va faire même des réunions dans des fermes. On loue des salles, il y a des fermes qui sont bien équipées pour ça. Souvent, c'est un peu des gens comme Alexandre qui sont président régional de la chancellerie ou autre, et on amène tous nos collaborateurs dans les fermes pour discuter avec l'exploitant ou l'exploitante, de voir les animaux, parce que souvent, on est devant des ordinateurs, on discute plutôt avec des agronomes et des vétérinaires. Donc c'est ça aussi, c'est à nous de montrer qu'on diffuse aussi à nos collaborateurs cet amour du métier, cet amour du secteur, cette envie qu'on a d'œuvrer dans le secteur. Tu disais quand on préparait que effectivement c'était une filière bien structurée. Donc là, tu parlais de l'accompagnement dont les éleveurs, les agriculteurs peuvent bénéficier pour avancer. Et tu disais aussi qu'ils se fréquentent beaucoup, ils se voient beaucoup et donc peuvent aussi se donner les bons conseils, les bonnes pratiques, les retours d'expérience. C'est clé aussi, ça, dans son développement, de se fier à l'expérience des autres. Il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène de je regarde par-dessus la haie du voisin. Ça, c'est très commun en agriculture. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui va voir son voisin être performant, utiliser un nouvel outil et réussir avec, il va vouloir avoir le même. Pas par malveillance, mais justement parce qu'il se dit, si lui il a réussi avec cet outil-là et que moi j'ai des difficultés, je devrais aussi utiliser l'outil. Donc les agris se parlent beaucoup entre eux. Ils sont sur Twitter, ils sont sur Facebook. Si vous voulez y aller un jour, vous allez voir. Ils partagent les problèmes qu'ils ont, l'arrivée des maladies quand ça se diffuse sur un territoire. Ils partagent aussi leur tonnage quand ils font les récoltes pour voir un peu comparer leurs performances, les prix d'achat, etc. C'est un métier où ça discute beaucoup. Et puis bien sûr, animé par les fédérations, animé par la chambre d'agri. Il y a des réunions régulières, il y a des groupes de travail aussi pour progresser sur certains sujets, le numérique, les pratiques plus durables. Donc c'est un métier où il y a quand même beaucoup d'échanges entre les professionnels, beaucoup plus que même nous dans notre métier. Moi, je ne participe pas à des groupes de travail régulièrement pour échanger avec mes pairs sur comment mieux produire du code logiciel, etc., etc. Donc moi, c'est un domaine qui me plaît pour ça, c'est que c'est des gens qui échangent. Ils ne sont pas toujours d'accord entre eux. Des fois, ça fight un peu dans les réunions, mais au moins, il y a de l'échange, au moins, il y a de la discussion. Et contrairement à ce qu'on croit, ils ne sont pas si bornés que ça. Et quand ils voient que des pratiques sont intéressantes, ils vont aller les tester. Et c'est un métier, je connais moins le bâtiment, c'est un métier où les gens connaissent très très bien leur modèle économique. Ils savent leur charge, leur centre de coût de chaque étape, ils le connaissent assez bien. Et donc, quand on vient leur proposer une solution, ou quand ils voient un voisin qui utilise une solution, ils savent assez vite chiffrer est-ce que l'investissement va être rentabilisé en 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc c'est aussi un métier où il faut pas seulement amener des preuves de fonctionnalité de nos outils, mais des preuves de rentabilité de l'investissement dans nos outils. Ça se partage assez facilement dans la filière. Alexandre, sur la filière du bâtiment, est-ce que c'est structuré de la même manière? Alors, c'est peut-être au président de Pays de Redon de la Fédération du bâtiment que je parle. Les cas, je sais pas, non, mais on a le même phénomène. En fait, c'est un milieu en fait, où quand on a une bonne technique ou quand on diffuse la bonne idée, en fait. Pareil, sur les réseaux, il y a des groupes qui écrivent sur un tiens, j'ai essayé ça marche bien, qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça se diffuse. Et nous, typiquement, commercialement, je dirais, on utilise ce biais-là parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle l'intermédiaire de confiance. Et que si on vient de la part du commercial de chez Saint-Gobain qui vient depuis 10 ans à apporter de nouveaux produits, clairement, on va l'écouter. Si c'est le plombier qui a 10 km qui m'envoie, je vais l'écouter. Donc ça, on utilise beaucoup.
C'est vrai que, alors pour le coup, j'y avais pas réfléchi à ce sujet-là, mais c'est vrai que dans le bâtiment et dans l'école aussi, parce que je suis dans un milieu très rural, donc pour faire des victoires, j'en ai tout le temps eu et j'en ai tout le temps. Et c'est vrai qu'on est regroupé par fédération, il y a beaucoup de réunions d'échange, il y a beaucoup de ce côté-là, il y a l'accompagnement. Après, dans le milieu tech, j'ai quand même trouvé de la bienveillance. C'est un milieu qui est quand même vachement soutenu, que ce soit financièrement, dans l'accompagnement, au moins en démarche d'entreprise. Dans l'artisanat, je l'ai moins vécu. Ça se fait de façon naturelle, en fait. Il y a, quand je me suis installé électricien, en fait, et ben, le maçon qui était dans la même commune, naturellement, il a voulu m'aider. Il m'a envoyé des clients, il m'a envoyé ça s'est fait hyper naturellement. Après, dans le milieu numérique, c'est structuré. Bah, il y a des incubateurs, il y a des accélérateurs. Ça, j'ai trouvé aussi. Pareil, j'aime bien l'image du chef d'orchestre. Alors, moi, je suis un footeux, donc je dis souvent le chef d'entreprise, c'est l'entraîneur. Il ne demande pas de marquer les buts, il ne demande pas de sauter haut, il ne demande pas de courir vite, mais il doit être capable de faire comprendre à chacun qu'il y en a un qui est à l'arrière, il y en a un qui est à l'avant parce qu'il n'a pas les mêmes compétences. Souvent, mais l'attaquant ou le buteur plus en avant. Dans une entreprise, c'est pas assez commercial, ou quand il y a des postes qui sont plus en avant. Pour autant, tout le monde a besoin de tout le monde. Donc, je trouve que le rôle de l'entrepreneur, c'est d'être d'être capable de voir ce que les gens sont capables de faire, plus que de faire. Ça, c'est important dans la posture, en fait, quand on souhaite être dirigeant. C'est pas de vouloir être meilleur. Ça marche quand on est 1, 2 ou 3 dans l'entreprise. Dès qu'on dépasse ce stade-là, il faut vite comprendre que c'est pas le rôle. Donc voilà, non, je pense qu'on a dans la diffusion, dans la façon de le faire comprendre. Et l'outil numérique, c'est pareil, parce que un peu comme dans les pays qui se sont développés comme le nôtre sur des siècles et des siècles, on ne comprend pas beaucoup pourquoi le pays qui est à 4000 km, il se développe en 20 ans. En vacances à Dubaï pendant 3-4 jours, j'avais trouvé très intéressant de comprendre que les gens ils sont bédouins et 50 ans après ils sont multimillionnaires. Et nous, on ne comprend pas, nous, il y a des siècles en fait, à se développer, à créer la société qu'on a. Je trouve que dans le bâtiment, en fait, on a du retard sur ce sujet-là par rapport à la société. On va aller beaucoup plus vite. Donc la pédagogie, elle est importante. Parce que ce que dans la société, on a mis 10 ans à comprendre, à intégrer et à accepter, là, il faut qu'en 1 an ou 2 ans, on l'accepte. Donc forcément, il faut rassurer. Comme on disait, regardez par Suez, c'est la même chose, c'est que en fait, moi, juste dans la réflexion, tiens, 2, 3, 4 entreprises, comme tu fais, moi j'en ai qu'une, déjà je vois pas le jour. C'est vrai que c'est pas facile de faire cette transition-là, de prendre du recul, parce qu'il faut que c'est aussi financièrement, la transition, en vrai, ça a un coût. Hein. Je structure une entreprise sur 2 à 3 ans, c'est beaucoup de risques financiers, c'est beaucoup d'argent. Pourtant, puis sociétalement, nous aujourd'hui, on est très attaché à notre poste, à notre argent qui arrive tous les mois et l'emprunter partie. Quand on part sur ces aventures-là, vraiment, mais c'est vrai qu'en tout cas, oui, l'intermédiaire de confiance, je suis convaincu, moi, que si ça s'est bien passé pour quelqu'un, on a envie de regarder au moins de 5 fois. Et je prends tout le temps, pour moi, ce qu'on fait, c'est de passer dans la société. Moi, j'ai mon père qui a 72 ans, il a eu 3 téléphones portables. 2 fois, on lui a acheté à Noël, il ne l'a pas utilisé. Et un jour, il a acheté son téléphone tout seul. Et là, il l'a utilisé. Donc, en fait, ça, les commerciaux, j'aime pas le terme. Chez nous, on propose, on montre ce qu'on fait. C'est peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, un jour, ça va les intéresser. Parce que si on force à la vente, on force à l'utilisation. Alors, donc, c'est pire que tout. Là, mais c'est d'abord de la sensibilisation, de la pédagogie. Pour moi, il y a beaucoup de pédagogie parce que les fonctionnalités, en fait, dans ce milieu-là, on progresse tout le temps, on améliore tout le temps l'outil. Donc, si ce n'est pas à 100% correspondant aujourd'hui, ça va y venir. Et puis, au contraire, prenez-le imparfait, donnez-le nous, l'imperfection, puis nous, on va travailler sur l'amélioration. Donc, en fait, c'est le client ou la personne qui intègre les conditions digitales, ils vendent avec ça, ça va bien se passer. Il ne faut pas faire ça parce que là, on va créer de la déception. Il faut lui dire, non, c'est imparfait, ça va être mieux déjà, et puis on va améliorer, on va faire, et puis petit à petit, ça va être mieux. Je trouve que on dit Internet, ça a 17 ans, le smartphone, ça a 10-15 ans. Hein. On a l'impression qu'on a toujours vécu avec. Ouais. L'iPhone, c'est 2008, je crois. Les GI sont en 11e version. C'est encore imparfait. Non, je pense qu'il faut avoir cette pédagogie-là. Pour moi, la pédagogie dans le milieu. L'agricole, je pense que c'est le même domaine. Il faut bien connaître beaucoup d'amis là-dedans qui sont hyper intéressés. Dans le bâtiment aussi, ils l'utilisent tous les jours en fait. Ils ne voient pas encore comment chez eux c'est possible. Ouais. D'où l'intérêt d'avoir une structure et des conseillers numériques comme Myriam à la CMA. C'est un enjeu à la Chambre des métiers de l'artisanat d'accompagner ces dirigeants à la digitalisation. Oui, c'est un vrai enjeu qui est porté aussi par le ministère de l'économie. C'est un vrai enjeu. Après,
Il faut avoir effectivement l'envie, hein, parce que des fois, on peut effectivement dire, bah voilà, il y a telle solution qui serait chouette, qui vous dégagerait du temps, qui apporterait des confort avec le mais il y a des freins parfois, effectivement, qu'on ne peut pas lever, en fait. Hein. Il y a un cheminement, effectivement, qui doit se faire. Après, moi, en tant que consulaire, j'ai un devoir de réserve, donc je ne peux pas conseiller telle application plutôt qu'une autre. Donc, j'en propose différentes. Donc, je montre aussi des outils qui proposent aussi différentes solutions pour aussi le sujet soit pris en charge par le dirigeant ou la dirigeante, quoi. Mais oui, parfois, il y a des freins qui font que... Je suis convaincu. En fait, mon rôle aussi, quelque part, c'est pour les acteurs qui sont convaincus, c'est simple, en fait. C'est effectivement de leur dire, bah, voilà, c'est juste leur montrer, en fait, qu'il existe des solutions, parce que parfois, c'est de ne pas savoir, en fait, qu'il existe des solutions, c'est tout simplement ça. Et une fois qu'on a trempé le doigt dans le pot de miel, bah, on va y retourner, quoi. Et pour d'autres, en fait, c'est qu'ils ont conscience du caillou qu'ils ont dans la chaussure. Ils ont conscience que ça entame la rentabilité de leur entreprise, qu'ils perdent du temps. Mais c'est un usage qui est là, d'aller visiter son chantier, de faire le tour de ses chantiers. J'ai une électricienne, une dirigeante électricienne, c'est d'aller visiter tous mes chantiers et de refaire un point avec tous mes clients, de reprendre des rendez-vous, etc. Et c'est quelque chose que pour l'instant, elle n'arrive pas à lâcher prise, alors qu'effectivement, il y a des solutions qui lui permettraient de lâcher prise là-dessus. Mais il n'y a pas qu'un défi numérique au final. Hein, Ça veut dire bousculer des habitudes, ouais, c'est ça, bousculer des usages, des habitudes, ouais, des pratiques. Et puis, il y a un sentiment de culpabilité aussi, de dire, mais si je fais ça, je ne serai plus en visite chez mon client. Et ouais, je pense qu'il y a quelque chose de l'humain. Je pense qu'il y a un cocktail de plein de choses qui font que ça va se conduire progressivement et que mon rôle, il est aussi de semer des graines, en fait, des graines digitales. Chaque crise, on change un usage. Oui, et puis des fois, il y a le marché aussi qui perturbe. Par exemple, moi, je parlais en AR, en fait, bosser dans une entreprise de plomberie, donc là, elle est à la retraite depuis l'année dernière. Et par exemple, sur la signature électronique, bah, c'est l'usage qui a bousculé les choses au final, quoi. Au bout d'un moment, c'était devenu obligatoire sur certains chantiers. Bah, tout le monde allait courir pour aller avoir sa signature électronique. Et j'en parlais aussi avec Dominique Poirot de la FNB, c'est ce qu'il avait constaté aussi. Donc, il y a une marge qui bloque aussi, parce qu'en fait, malgré tout, aujourd'hui, on arrive à pour 2 ou 3% de marge. On imagine 2 ou 3% de marge sur le de la bâtiment. Le gars, il oublie les clés le matin. Ça y est, la journée est morte. En fait, c'est une tension permanente. Et la charge mentale du dirigeant ou du conducteur, en fait, c'est d'être tout le temps rassuré sur le fait qu'il y a le bon, il y a la bonne clé, il y a le bon. Ça les empêche aussi un peu de changer. Mais les crises obligent en fait à faire. Perso, je en 2008, c'était le début des crises. Les bâtiments, on l'a ressenti plutôt en 2010, 2012, 2013. Je pense que là, le bâtiment va beaucoup souffrir de 2022, 2023. En fait, avant, j'ai plein d'exemples. Hein, ils ne comptaient pas, il y a des ordres qui n'étaient pas comptés. Quand il n'y a plus de parfum, on rachetait des palettes. Il y a un tel niveau de marge et de travail que en fait, celui qui était moyen, il gagnait quand même sa vie. Donc ça incite pas à la revendication. La crise de 2010-2012, elle a quand même perdu, si je ne dis pas de bêtises, sur la Bretagne, à peu près 20 et quelques mille salariés, si je ne dis pas, on a 17 000. Donc déjà, on pense que là, là, avant la crise de cette fois-ci, on était remonté à 20 000 et quelques. On n'était même pas au même niveau que 2008. Ceux qui ne comptaient pas avant la crise de 2012, ils n'existent plus. Et clairement, celui qui n'est pas capable de faire des analyses par chantier, au moins relatives, au moins mensuelles, il y en a très très peu. Lors de la toute petite entreprise, et le gars il compense par lui en fait en allant au samedi, puis quelque part la journée du samedi, elle compense les erreurs de la semaine. Je pense que la crise là qu'on vit et qu'on va vivre, c'est pareil, il va falloir aller chercher des marges. Sur les coûts, c'est plus compliqué. C'est pas une augmentation de prix, c'est des explosions de prix. Sur les ouvrages, c'est pareil. On a une capacité humaine derrière ces gars pour qu'ils aient une moitié plus vite, ça n'existe pas. Donc je pense que dans toute la capacité numérique, en fait, l'administratif aujourd'hui sur un chantier, c'est énorme. Je consomme, tu as 35 € de l'heure à 17 ans, on est à 55. Même niveau d'entreprise. Et en fait, on n'a pas plus de gars, donc il y a toute cette partie-là qui peut digitaliser. On a une secrétaire de plus, en fait, que la même entreprise que moi il y a 15 ans. Les conducteurs de travaux, pour moi, aujourd'hui, je prends mes 20 personnes, mais ils sont tous comme ça, ils sont les 2 tiers de leur journée dans la voiture. Ça, c'est de l'improductivité.
c'est un conducteur de travaux pour 7-8 gars, quelqu'un qui coûte entre 70 et 80 000 euros à l'entreprise par an. Alors, ça fait 10 000 euros par gars. Déjà, il y a une bonne marge sur laquelle on peut travailler. Je suis en train de le comprendre quand même, mais pas tous, et puis pas tous au même moment. Parce que ça, je fais partie des gens qui disent qu'on n'est plus Facebook. J'avais des copains comme moi, en fait. Puis, moment, les fonctionnalités augmentent, la communauté augmente, et puis on se convainc par le fait que tout le monde utilise et que, en fait, il y a quand même un intérêt. Alors, c'est pas parfait, il y a des mauvais côtés. En fait, il y a plus de bénéfices que de pertes en fait, sur ce sujet. Je pense que la digitalisation dans l'artisanat, ce qui se passe là, pour le télétravail, nous, c'était inconcevable il y a 3 ans dans le bâtiment. En fait, on se rend compte que un dessinateur, tout ce qui est administratif, ça peut télétravailler dans le bâtiment aussi, et ça se fait beaucoup. Franchement, c'est pas une entreprise qui avait recours à ça dans le bâtiment il y a 3 ans. C'est une question de pérennité, ce que j'entends dans le discours. Maintenant, typiquement, nous, comme en secrétariat, c'est une journée par semaine, parce que nous aussi, hein, il y a 3 ans, c'est ça, c'est possible, passer, quoi. Mais non, franchement, ça fait changer et c'est la deuxième crise que je vis comme ça. Je trouve que ça fait changer la façon de faire. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais de ce côté-là, c'est vrai. Le marché va effectivement imposer les choses. On manque de personnel, en fait. Donc, imaginez si moi, c'est le premier, mais si j'ai un électricien qui fait l'électricité 6 heures par jour, alors qu'il m'en manque, en l'optimisant sur son poste, en évitant d'aller chez le distributeur le matin, en évitant de lire, d'aller chercher le plan, de revenir chez lui, il a fait 1 heure par jour. Et il se concentre sur ses compétences. Perdre de temps. Les clients comprennent bien, parce que quand ils appellent à l'entreprise pour demander, je sais pas moi, un radiateur d'une version, et puis qu'ils arrivent une semaine après sur sa maison secondaire et que c'est pas le bon radiateur, tout ça peut vécu ce truc-là. Est-ce que ces transformations dans les deux filières, agri, bâti, peuvent être accélérées aussi par la formation des jeunes? Et qu'en est-il sur le marché la formation des jeunes? Est-ce que c'est des sujets dont on s'est emparé? Est-ce que c'est des outils qu'on présente dorénavant quand on est en formation dans le bâtiment ou dans les élevages? Dans l'agriculture, oui, aujourd'hui, les gens sont de plus en plus formés. Si je ne prends pas les informaticiens, mais les agricultrices et les éleveurs eux-mêmes, il y a quelques décennies, on était forcément fils de, on en a parlé, pas forcément super formés par l'école, mais plutôt formés par les parents et puis les voisins, les amis, la famille. De plus en plus, on est passé à des niveaux de BTS minimum pour prendre en charge une ferme. Et maintenant, c'est quasiment des agronomes, des ingénieurs agronomes. Ceux qui sortent des filières, même type BTS, il y a un très fort niveau de compétences. Et le numérique, on parle d'agro-TIC maintenant, donc agro, parce que ça comprend aussi un peu l'agroalimentaire, mais agri-agro et TIC, technologie de l'information et de la communication. Et on voit de plus en plus, effectivement, quand nous, on fait des interventions, on ne fait pas beaucoup, mais en lycée agricole, ou quand on cherche des stagiaires en école d'ingénieur ou en école d'agriculture, on trouve effectivement des gens qui sont très, très orientés vers les nouvelles technologies, qui pensent que leur métier de toute façon ne sera pas intéressant s'il n'y a pas un pendant numérique dans leur activité, pour toutes les raisons qu'a expliqué Alexandre. On passe beaucoup de temps à faire des choses fastidieuses, de la paperasse pour tous les cahiers des charges qu'il y a à respecter, pour la réglementation qui est nécessaire, et puis des fois pour sa propre gestion de son exploitation agricole. Si demain tous ces outils numériques peuvent supprimer ça ou l'alléger, c'est très très bien, premièrement. Deuxièmement, ces gens-là veulent remplacer des tâches que leurs parents faisaient, s'ils sont fils ou filles, parce qu'ils ont vu leurs parents avoir peu de week-ends, peu de vacances, etc. Ils se disent, moi, je veux bien reprendre une ferme, mais je ne veux pas avoir cette vie-là, je veux avoir des vacances, des week-ends. Je ne veux pas que, alors souvent c'est des hommes, ma femme soit la comptable de la ferme, je veux qu'elle puisse avoir son métier à elle. Souvent, c'est vrai, des mi-temps qui sont exercés par les compagnes, où les agriculteurs, agricultrices cherchent plutôt quelqu'un qui est fonctionnaire comme compagnon parce que ça sécurise le revenu. Il y a des années, le revenu peut être en dessous du SMIC. Beaucoup de gens ne savent pas ça beaucoup. Même pour des gens qui sont performants, il y a des années qui peuvent être mauvaises du fait de la météo ou autre. Et donc, du coup, les outils numériques vont les aider à remplacer des tâches fastidieuses, je disais, répétitives, dangereuses, reliées un godet ou un équipement agricole à un tracteur, un équipement qui peut faire 200-300 kg. Si vous coincez la main entre la barre d'accroche et l'équipement, vous pouvez perdre une main. Si c'est plutôt un logiciel, comme nous on fait, de vision, qui va être capable d'attacher le tracteur automatiquement à l'outil, on économise du temps, on économise potentiellement des risques d'accident du travail,
Il y a beaucoup de troubles musculo-squelettiques aussi dans l'agriculture. On fait beaucoup de tâches où on soulève des charges, etc. Donc, si ça peut être de la robotique qui remplace les robots de traite aujourd'hui, remplace cette activité séculaire, millénaire qu'on a fait pendant longtemps pour traire les animaux, et ça permet à l'agriculteur, il suit son robot de traite, il doit intervenir sur son robot de traite. Donc, il passe de la traite à j'interviens sur quelque chose qui est numérique, quelque chose qui est robotique. C'est une autre façon d'aborder la chose. Et encore une fois, ça attire des talents qui n'auraient pas forcément été intéressés par s'asseoir sur un tabouret en bois et traire dans un saut. Il y a des gens qui le font et qui font une certaine agriculture rurale et qui est très respectable et qui font des produits de très bonne qualité. Pas de souci par rapport à ça, mais ce n'est pas l'agriculture qui nourrit la planète. Ce n'est pas l'agriculture qu'on trouve dans les magasins, les supermarchés, les cantines, etc. Donc il faut 10% de l'activité agricole quand même ça. Donc il faut quand même que les gens travaillent là-bas. Donc pour répondre à ta question, oui, il y a une appétence pour le numérique, pour tout ce qu'elle permet de faire, tout ce qu'elle enlève aussi comme contrainte. Mais comme l'a dit Alexandre, il faut que ce soit transparent. Il ne faut pas que ça devienne des outils super compliqués à utiliser, etc. Et on a connu la même chose que dans le BTP, l'explication par rapport aux pays sous-développés qui d'un coup passent d'une technologie à une autre, incrémentalement plutôt que progressivement. L'agriculture, c'est pareil, on voit arriver des fois des choses très très vite. Nous, par exemple, la vision par ordinateur, les réseaux de neurones, ça date des années 80-90, ça date d'il y a très longtemps, en termes de science d'aujourd'hui. Et ça n'a pas pu exister à l'époque parce qu'il n'y avait pas le bon alignement des planètes entre le coût des ordinateurs, la formation des gens, la compression des algorithmes pour tenir sur une machine agricole ou sur un téléphone portable. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Et aujourd'hui, on reprend les mêmes savoir-faire d'il y a 15, 20, 30, 40 ans, scientifiques, et on est capable de les appliquer parce que dans un téléphone portable aujourd'hui, vous avez la puissance d'un super ordinateur d'il y a 30 ans, et vous êtes capable de faire tourner des algorithmes très compliqués, y compris sur un iPhone, un Samsung, jusque dans la ferme. L'exemple qu'on a montré en vidéo aujourd'hui, c'est une caméra thermique un peu sous forme de pistolet. Mais demain, les téléphones portables vont être capables d'avoir un filtre infrarouge qui va être capable de relever les températures des animaux. On a aussi dans les nouveaux téléphones des caméras 3D, des lidars, des radars qui sont capables de faire une image tridimensionnelle d'une scène. Ça, si demain on a ça dans la main des agriculteurs, on pourra estimer le poids des animaux, on pourra faire plein de choses. Donc, toutes ces choses-là, tous ces logiciels, on les a déjà, mais ça coûte trop cher à déployer aujourd'hui dans la ferme parce qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant le bon alignement des planètes, comme je le disais, entre le matériel, le logiciel et puis les compétences des gens. Maintenant, cet alignement des planètes est là et on va arriver de façon incrémentale d'un coup des solutions qui n'existaient pas avant. Donc oui, il faut quand même, dans les gens qui font ces formations et qui se disent je veux m'intéresser à l'agri ou BTP sûrement et d'autres secteurs, prendre en compte le fait que nous, on va être très consommateurs de compétences pointues aussi, et que ce n'est pas que l'aérospatiale, que la défense, que l'automobile, qui peut être un endroit où vous allez vous épanouir. L'agriculture est un endroit où vous pouvez faire des choses très compliquées, très techniques, sans avoir à mettre des bottes et aller marcher dans le lisier, ce qui n'est pas un reproche, ça existe, ça nourrit la terre. Mais on peut être dans ce secteur-là, tout en faisant des choses technologiques, ce que j'ai envie de dire. D'accord. Alexandre, votre avis, vous, sur la place du numérique dans les formations initiales pour les personnes du bâtiment? On y est. Alors, on parle beaucoup du BIM. Le BIM, aujourd'hui, ça a un coût qui est amortissable sur des très très gros fonds. Très très gros fonds qui existent, il y en a besoin, mais c'est de la rénovation, on rénove la salle de bain. Donc en fait, on n'est pas, avant de modéliser les rénovations de salle de bain, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Malgré tout, j'ai rencontré il y a quelques mois quelqu'un qui travaille chez Dassault, vraiment en retraite. En fait. La modélisation chez Dassault des avions, ça date de 1990, le premier avion modélisé. Donc lui, il rigolait parce qu'il dit ce qu'on appelle l'innovation chez nous en 2022, ils font depuis 1990. C'était, je crois que c'était mon mari qui avait dit qu'ils avaient acheté un avion et c'était 2 millions de pièces. Ils l'avaient modélisé en 1990. En fait, nous, aujourd'hui, on est en train de faire l'innovation en modélisant un immeuble. Alors, oui, ça me fait sourire. Les gars, vous n'êtes pas bon. Donc, non, clairement, nous, on réutilise pour moi ce qui a déjà été produit dans notre domaine. Je vais pouvoir le faire plus rapidement. Oui, mais par contre, l'outil numérique, il y est. Aujourd'hui, il est de faire rencontrer vos problématiques terrain avec les technologies existantes. Ouais, clairement, on parle d'idée, mais la robotique est de plus en plus présente. Ouais. Les exosquelettes, on en parle depuis longtemps, mais maintenant, on les voit sur les terrains. Enfin, c'est comme dans l'école, hein. Les machines aujourd'hui qui n'ont pas forcément de pilote, les dameuses, les grues, tout en haut, en bas. Aujourd'hui, franchement,
le bâtiment, il est innovant. Et puis en plus, la rénovation énergétique, donc en fait, dans les technologies, on va réapprendre le logement lui-même. Et malgré tout, ça a été vite, hein, parce qu'en puissance de chauffage, pour faire pareil du concret, moi je me souviens, je disais tout le temps, c'est 100 watts au mètre carré. Aujourd'hui, je suis à 20, 30 watts au mètre carré. Et dans 2 ans, on est à 0 watts au mètre carré. Donc, ça s'est fait en 20 ans. Hein. C'est quand même, Et là, on touche à un autre enjeu. J'ai envie de dire, pardon, j'ai envie de dire le contraire. En fait, les gens qui sont dans des filières non digitales, ils n'ont pas le choix que de faire un peu de digital. S'ils ne font pas de digital, ils n'arriveront jamais dans nos métiers, dans les métiers des agriculteurs en tout cas, et des éleveurs et des éleveuses, parce que de toute façon, le numérique est déjà présent. Donc il faut se dire que si vous allez dans une formation et que vous voyez qu'il n'y a pas de numérique dans votre formation, changez de formation. Ce n'est pas la bonne. Il faut vraiment maîtriser ces outils-là. On l'a dit, aujourd'hui, on voit les personnes un peu âgées qui ont du mal à utiliser un téléphone, un ordinateur, il faut faire sa déclaration d'impôt par Internet. Ça, c'est le basique, c'est le basique de la société civile, je veux dire. Mais dans les entreprises, on est rendu beaucoup plus loin. On n'est pas encore au jumeau numérique dans l'agriculture, ça commence à arriver. Ça va arriver assez rapidement, même via les vétérinaires notamment, par la télémédecine vétérinaire qui était interdite jusqu'à maintenant et qui va commencer à être autorisée notamment en France et plus généralement en Europe. Mais vraiment, la question à se poser quand on rentre dans une formation agricole, c'est est-ce que je vais avoir au moins de la data analyse? Est-ce que je vais avoir un cours sur les robots agricoles? Parce que s'il n'y a pas ça, il faut changer de formation. Ce n'est pas une bonne école, clairement. Moi, je n'ai pas le sentiment en fait. Je pense qu'ils sont déjà, ils sont Oui. les nouveaux CFA du bâtiment là, Ouais. qui ouvrent là. Ils sont déjà, je crois qu'ils sont en monter un bac pro justement avec conducteur de travaux. C'est ultra présent parce que ces gens qui sont conducteurs en 10 ans, imaginez ce que la conduite de travaux en 10 ans. C'est la Bretagne notamment utilise beaucoup de numérique au profit de la formation. J'ai une start-up la semaine dernière justement, ils sont pareil avec la réalité virtuelle pour faire des formations parce que du coup, on leur fait des chantiers vraiment cas concrets quoi, et différents à chaque fois. Alors que d'avoir une maquette qu'il y a 450 élèves qui sont passés dessus, on a pas les marqueurs en fait. Donc, franchement, je pense que là-dessus, on est sur le bon choix. Alors, Dominique Poirot n'est pas là, mais on parle encore mieux que moi. Lui, c'est vraiment son cœur de métier. En fait, il est dédié au projet BIM 2022. Non, une année, parce qu'on est déjà. Mais il est dédié à ça, donc il a des échanges gouvernementaux, et puis nous, y compris dans la société, au niveau du gouvernement aussi, pour faire digitaliser la société. Est-ce que l'un d'entre vous peut préciser pour les gens qui nous écoutent ce qu'est le BIM et où on en est justement du BIM? Alors le BIM, c'est ce qu'on appelle la maquette numérique. En fait, l'idée et le concept, hein, c'est qu'avant de construire, en fait, on le dessine numérique. Donc on se promène, alors c'est avec sa tablette, un outil de lecture aujourd'hui, c'est beaucoup la tablette. En fait, on est déjà dans le bâtiment et quand il est en phase de construction, en fait, on a des filtres. Si j'ai dans cette pièce-là, je vais enlever le faux plafond. Je vais voir tous les câblages, je vais voir si je clique sur le luminaire, je sais quel luminaire, quelle référence, où est-ce qu'il a été acheté, enfin voilà, cette traçabilité-là, ce qui existe dans l'industrie. Oui. Dans le bâtiment. Moi, j'ai fait des expertises. Des expertises sur des. Moi, j'ai un bâtiment qui avait pris feu à 45 km. Et du coup, c'était suite à un luminaire. Problème de mise en œuvre, de l'entreprise du luminaire, mais ça a mis 3 ou 4 expertises à déterminer ça. Et ce qui m'avait choqué, au-delà de la mise en œuvre qui peut exister, hein, c'est qu'en fait, ils ont déterminé par le luminaire qui était tombé qu'il y avait 2 références de luminaire, alors que sur la voiture, on avait qu'une. Ils sont finis par déduire comment ça se fait qu'il y a une deuxième référence. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont changé 3 luminaires, et ça a mis un temps fou à retrouver ça. Ils ont de la chance d'en retrouver. Et du coup, ils ont fini par déterminer que sur je crois qu'il y a 20 luminaires, enfin bref. Puis il y en a un qui claque pour des raisons industrielles, ça peut arriver. Par contre, 3 dans la même année, c'est qu'il y a un problème de mise en œuvre. Ou alors en train de série. Et du coup, c'est bien ce biais-là. Aujourd'hui, avec la maquette numérique, ça ne peut pas arriver. Enfin, ça peut arriver, mais c'est qu'on va déterminer le bonheur. On a cette traçabilité-là de savoir le luminaire, c'est tel produit, il y a telle référence. Pour la maintenance du bâtiment, derrière aussi, c'est vrai que ça demande, avant de commencer, à maquettiser le projet. Je ne suis pas sûr que c'est demain. C'est plutôt après-demain. Ouais. En termes de déploiement de mais oui, parce qu'aujourd'hui, si on monte un projet de 5 000 ou 50 millions, c'est-à-dire qu'avant de commencer le projet, on dépense d'argent pour maquettiser. Nous, on est quand même sur des enjeux de coûts. Ça s'est accentué avec la crise actuelle. Les projets, ils sont
plus ou moins viable. On peut mettre 15% du projet en disant il va être plus rentable in fine, mais il ne faut jamais mettre 15% sur la table. Alors qu'en fait, on n'a pas encore sécurisé financièrement le projet. Le blocage, il est là. Ça vient, on sent que ça vient, mais avant d'arriver à une maquette totale, mais le BIM, c'est ça, clairement, c'est ça. Donc, on modélise n'importe quelle personne du chantier, en fait, et ben, il va voir le poteau béton, l'ouvrage, temps de ferraillage, ça sécurise tout ce qui est sur le plan, et tout est centralisé. Dès qu'on change quelque chose, l'ensemble de la communauté qui participe au chantier est là. Clairement, c'est le top. C'est une méga encyclopédie en fait du bâtiment. Du bâtiment, de la construction. Je pense qu'avant d'arriver à ce niveau-là, on va passer par des phases qui vont être des petits accessoires digitaux. Pour que les gens se rassurent sur la pratique autour de. Aujourd'hui, c'est déjà utilisé quand même sur des chantiers qui dépassent le 5, 6, 7. Après, c'est le marché, encore une fois, qui l'impose, en fait. Il y a des fois, c'est des obligations réglementaires qui imposent, effectivement. Souvent, c'est lié au maître d'ouvrage qui te fait au départ. Après, il y a eu il y a des fois des chantiers, je sais pas comment ça s'appelle, arrête, justement, il y a des vieilles charpentes, en fait, et quand ils ont commencé à démonter le bâtiment, ils se sont rendus compte que c'était remonté, et du coup, là, ils ont arrêté. Alors, je crois que c'est NGE, le premier. Du coup, ils l'ont maquetté. Parce que là, c'était plus possible. En fait, à chaque fois qu'ils avançaient dans le chantier, ils ont arrêté pendant je ne sais plus combien de temps le chantier. Et là, ils vont tout digitaliser, repris des points de charpente. Du coup, là, il y a eu un vrai intérêt. Je pense qu'on a franchi un cap parce que du coup, là, tout le monde a compris qu'il était temps de le faire sur ce chantier en question. Pareil, par expérience, ce chantier-là, c'était bien. On a convaincu quelques-uns en plus. Merci pour ces partages. Est-ce que vous qui nous écoutez depuis tout à l'heure, vous avez des questions à nos intervenants ou peut-être en ligne? Est-ce que nous avons des questions pour les intervenants? Des questions ou des réactions, des commentaires sur ce que vous avez entendu ce matin? Moi, je vais revenir sur Alexandre par rapport à BIM, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est aussi un moyen futur pour archiver tous les moyens de construction pour les artisans aussi également quand on voit qu'on a un intérêt de garder les anciens bâtiments et de les améliorer par rapport aussi à la production. Justement, est-ce que c'est un avenir qui va se développer de plus en plus moi, c'est ce qu'on a fait dans l'industrie. Quand on achète une voiture, on ne sait pas si 4 jours avant, la porte elle était rayée, elle était repeinte, mais par contre, la précédente voiture, si. Quelque part, pour moi, le BIM, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est une voiture, ça parle à tout le monde, n'importe quelle pièce de la voiture, un numéro de série, on peut la retrouver. Dans 5 ans, le constructeur, il rappelle, là, mais il va rappeler tel numéro de série parce que le jour où tu l'as, tel numéro, ça, il est capable de le faire. Il y a, je ne sais pas, moi, je dis, mais dans les années 50, on prenait, même si on faisait des voitures en série, on prenait la 1001 et la 1001e. Il y en a une qui consommait plus que l'autre parce que le jutage était différent, on ne savait pas, les pièces, on prenait de l'eau. Aujourd'hui, l'industrie l'a fait, le BIM, ça sera ça. Et donc, vous avez besoin de plus de personnes compétentes pour développer ce. Oui, parce que c'est comme un logiciel en fait. Ouais, ça représente un logiciel, c'est des lectures, alors c'est l'addition de logiciels. C'est comme si on dit Internet en fait. Au début, ces gens-là, j'aime bien dire ces gens-là, ouais. Je suis plus terre, hein. Ils ont créé Internet sans savoir ce que c'est nous qui avons alimenté. Eux, ils ont créé en fait, comme s'ils ont fait un champ et puis planté, quoi. Donc le BIM, c'est un peu ça aujourd'hui. C'est une maquette numérique. Et aujourd'hui, chacun vient s'intégrer dans le BIM en disant moi, j'ai un outil qui peut permettre de rajouter ça. Je pense que c'est en continue d'évoluer. Et la plateforme, enfin le support, je pense que pour moi, c'est voilà, ils ont créé un champ et après chacun prend ce qu'il veut, puis va me faire une culture, je fais ça. Et Internet, c'était ça, tout à fait nu, qu'on s'est mis à tous utiliser, on a tous créé quelque chose, dedans. Donc la BIM, pour moi, c'est ça. Une plateforme où en fait on a centralisé l'information. À terme, pour moi, c'est comme, il faut mettre ça comme dans l'industrie, sur une voiture, un véhicule. Donc oui, ça demande de nouvelles compétences. C'est juste qu'on ne faisait pas. Avant, on construisait et puis on s'adaptait au fur et à mesure qu'on construisait. Ou alors, quand on faisait la rénovation, on cassait. Puis une fois que c'est cassé, on voit ce qu'on fait. Et à terme, dans le monde futur, je pense. Et si tous les bâtiments sont numérisés via cette plateforme-là, n'importe quel bâtiment qu'on va déconstruire, on saura tout ce qu'il y a dedans, on saura tout ce qui s'est passé dans son histoire.
ça enlèvera un peu de charme aux gens qui travaillent dans les bâtiments historiques, mais ils ont encore du travail. Et sur ces bâtiments qui ont été construits par ces systèmes-là, à Eternam, on saura rester de partout. Et une autre question, une personne qui n'a aucune connaissance dans le digital, qui a quelques notions de bâtiment, de la motivation, pas forcément le niveau adéquat en étant avec un CAP et un VT ou un niveau juste bac, une sans bac, peut s'orienter dans votre secteur en préparant une formation de développeur. Alors, clairement, c'est tout là, en fait, à la base, on sait rien. En fait. On apprenne à 16 ans à monter un mur, ou à 46 ans à monter un mur, je veux dire, au contraire, on l'apprend plus vite. Ça, moi, de ne pas avoir de compétences au départ, c'est normal. Après, des compétences de développeur, c'est un métier que j'ai appris à comprendre, partiellement. Je trouve qu'en fait, ils apprennent beaucoup par eux-mêmes en faisant. En fait, moi, comment je l'ai appris, c'est de comprendre aussi. Hein. C'est comme si on veut créer un livre, on a besoin de choisir une langue. Il y a plein de langues dans le monde. Il faut choisir une. Plein de régions sociales. Enfin, sur Rennes, on avait choisi une technologie parce que humainement, il y a beaucoup de travail sur cette techno-là. Après, parce que nous, on a une solution SaaS application, donc c'est une technologie qui s'y prête. Aujourd'hui, peut-être qu'on choisit autre chose. Une fois qu'on est parti sur une langue, le livre, on va continuer à écrire dans la langue. Et en plus, alors, le développeur, lui, on va lui donner on a tel alphabet. On va décider d'écrire un livre avec cet alphabet-là. Et en fait, le développeur, aujourd'hui, il écrit sa langue à lui-même. Le français et par exemple, et l'allemand, c'est le même alphabet, c'est la même langue. Je trouve que les développeurs, en fait, ils sont vraiment dans ce monde-là. Donc, pour moi, tout le monde peut devenir développeur. J'ai du mal à les comprendre, moi, des fois. Mais ouais, je pense qu'on peut devenir. Après, il faut vraiment avoir un goût. C'est un métier hyper particulier, développeur. Enfin, je trouve que c'est vraiment particulier. Pour moi, ça s'apparente à ça. Ils écrivent. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on dit je vais écrire un livre qui raconte telle histoire. Et j'ai décidé que ce serait dans telle langue, tel alphabet. Et puis, eux, ils écrivent, mais ils inventent la langue. Quoi. Les mots, en fait, c'est pour ça que le code, c'est compliqué à appréhender pour l'entrepreneur que je suis, parce que, en fait, c'est plusieurs développeurs sur un même codage et tout, c'est compliqué. Je ne suis pas un super bon conseiller qui veut dire que je deviens un développeur informatique. C'est quand même particulier, je trouve. Après, pour moi, de façon plus globale, en vrai, tout s'apprend à n'importe quel niveau. Une personne qui nous accompagne beaucoup, j'ai mis l'exemple sur l'accompagnement, je suis content d'avoir cette personne, parce qu'il est codeur depuis 50 ans, ça fait 30 ans qu'il code, donc j'imagine coder il y a 30 ans et coder aujourd'hui, c'est complètement différent. Il a 3-4 métiers, il fait des codes terre. En fait, chaque métier, il l'a réappris. En fait, on va apprendre à 16 ans ou à 46 ans. Si on a envie d'apprendre, on faut accepter de repartir à part, c'est normal. Avoir la patience de l'apprentissage, c'est normal. Je vois pas pourquoi on n'apprendra pas des choses autant qu'on est là. C'est d'ailleurs ce que je reproche, c'est qu'en fait, comment on se cultive, on doit apprendre à apprendre. En fait. Parce que, oui, tout à fait. Je veux dire, c'est pas parce que. Pour ça, les formations en fait, initiales, moi, il y a un niveau de maturité qui est difficile parce qu'aujourd'hui, quand on a 16 ans, avant on apprend un métier pour en vivre, aujourd'hui c'est pour vivre en fait, de façon plus globale. C'est difficile aujourd'hui, hein, quand on a quelqu'un de 16 ans, de dire tiens, apprends un métier. Je n'arrive pas à le concevoir, donc nous, emmener sur un chantier, c'est pas compliqué. Plus apprendre à apprendre en fait, qu'il faut avoir de marché parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que on change de métier plusieurs fois, mais avant on disait vous allez changer de métier. Parce que quand j'étais gamin, c'était ce qu'on disait, vous verrez que vous aurez plein de métiers. Maintenant, c'est on a plein de métiers. C'est joli, ça. Je pense, franchement, il n'y a pas de phrase. Si vous voulez apprendre un métier, il faut pas d'âge pour l'apprendre. Et est-ce que vous prenez des stagiaires pour des stages d'observation, justement, pour activer les projets? Ouais, un nous, on prend. Alors, autant dans le bâtiment, ça devient compliqué. C'est vrai que dans ce bâtiment où je suis, en Carole, on prend les gens en reconversion, des gens d'apprentissage, on prend des stagiaires, et puis là, il faut qu'on ait des gens de métier. Pas facile d'accueillir non plus dans des conditions optimales. Et en fait, on a une telle demande de découvrir ce qu'on fait que des fois, oui par gentillesse, mais en fait, on a que dans notre condition.
Après, dans l'entreprise Bâti Simpli, nous, aujourd'hui, on a un développeur à temps. Notre monde travaille avec une entreprise qui nous fait nos développements. On va internaliser notre code au fur et à mesure de maturiser l'entreprise. Pareil, on n'a pas la capacité d'accueil et de formation, pour moi, de façon importante. Un stage d'une semaine pour découvrir le métier, c'est quelque chose qui est faisable. Et plus long terme, des choses plus concrètes, mais on n'a pas la capacité aujourd'hui, nous, dans l'entreprise Bâti Simpli, à former quelqu'un ou à lui montrer le métier. C'est un peu la même chose pour nous. On a des alternants chez nous, bien sûr, mais c'est des alternants sur 2 ans. Donc, on prend ça. Après, tout s'étudie. C'est plutôt que les écoles qu'on va discuter. Ça peut nous arriver d'accueillir un stagiaire de 3e, par exemple, ou pourquoi pas un stagiaire de 45 ans qui peut faire quelque chose. Mais il faudra qu'on ait un projet concret, parce qu'on n'est pas dimensionné, on est 14, hein, on n'est pas dimensionné pour accueillir. C'est pas que je veux pas, hein, mais Non, c'est pas ça, on n'est pas dimensionné, puis on ne saurait pas quoi vous donner à faire, parce que déjà une personne c'est du code vachement pointu. Est bien précise de son projet Ouais. et qui peut être juste validé en fait pour pouvoir avoir accès à la formation après. Derrière, en fait, voilà, c'est juste voilà, l'immersion qui nous permet de valider la formation après derrière. Parce qu'à l'heure actuelle, je pense qu'on est donc on a suivi tout le programme numérique voilà, du printemps numérique et à chaque fois on nous dit oui mais il faut valider par un stage d'observation. Sinon vous ne pouvez pas avoir accès à cette formation. Donc la motivation est là, les idées sont là, mais on bloque essentiellement là-dessus. Donc c'est juste voilà à titre d'information, quelle entreprise permet aussi d'ouvrir le digital à ces nouvelles personnes qui veulent se réorienter tout en acceptant de les accepter juste, même ne serait-ce 2 ou 3 jours. Mais pour pouvoir donner à voir le quotidien, les métiers. Voilà. Après, je pense que Cinepix comme nous, pas des sociétés de développement informatique. Non. On a des développeurs. Je trouve que si c'est vraiment du développement informatique, parce que c'est très ciblé, vraiment les sociétés de développement informatique. Et là, il y en a plein. Oui, alors il y en a beaucoup aussi qui disent que comme ils ont affaire à une clientèle qui demande le secret professionnel et tout ça, ils ne peuvent pas prendre de stagiaires. En tout cas, il ne faut pas hésiter à multiplier les demandes et les rencontres comme ces ateliers-là, parce que ça permet de rencontrer des entreprises. Et, aujourd'hui, le système relais, il est dynamique, et c'est ça. Je pense que c'est pour former ces choses-là. Et après, nous, c'est pareil. Si c'est purement du développement informatique, c'est une partie de notre activité. Ouais. Donc, je ne pense pas que ce soit plus agréable. On n'a pas la capacité, par gentillesse, je vais vous dire oui, mais en vrai, si je suis bête, nous, on a un développeur qui est en terrain, mais nous, il est développeur plus. Lui, il n'a pas la capacité à accueillir des stagiaires à côté de lui. Et nous, on ne pourra pas apporter grand-chose. Et si c'est vraiment du développement informatique, pour moi, il faut des sociétés de développement informatique. Avec des équipes structurées qui peuvent encadrer. Des trucs plus dimensionnés aussi que nous. Pour moi, une entreprise qui a 5, 10, 15 personnes, quand on prend une personne de plus, en gros, c'est 10% d'effectifs. Il faut imaginer une boîte qui a 400 personnes, qu'on accueille 40 du jour au lendemain. C'est facile, c'est ce que je veux dire. Donc, quand on mentionne une entreprise qui est dimensionnée, c'est différent. Nous, en plus, on veut souvent avoir un cas, comme une entreprise. Déjà, en fait, on est dans la construction de l'entreprise. Déjà, on se forme tous. On apprend tous les jours et déjà, on essaie d'améliorer tout ce qu'on fait. On n'est pas sur l'entreprise rodée. Aujourd'hui, l'entreprise de bâtiment, elle est fiable, elle a une petite quinzaine d'années, je dirais, elle est structurée, elle n'a pas de gros mouvements. C'est plus facile pour nous d'avoir un petit chamboulement dans le quotidien. Donc, comme ça, en vrai, ça fait à 12 ans. Tous les mois, ils changent. Donc, on n'accueille pas dans de bonnes conditions. Ça peut être via peut-être des accélérateurs type village ou pool. Je pense qu'une semaine, ça pourrait être compliqué à organiser. Je vais être franc. Par contre, plusieurs startups, je parle pour les startups, je ne connais pas les capacités d'accueil des entreprises de services numériques sur le territoire, mais je rejoins Alexandre, il y en a vraiment beaucoup sur le territoire. Et franchement, l'excuse de vous dire que c'est le secret clientèle, j'y crois pas, parce que vous formez à faire un petit peu de code, vous n'allez pas toucher à des données stratégiques. Vous n'êtes pas des cyber-hackers, je pense pas. Donc, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais ce que je veux dire. Et ça peut être, pourquoi pas, je réfléchis en temps réel, mais ça pourrait être des entretiens d'une demi-journée, par exemple, où on vous montre des choses en groupe,
Et puis, on montre ce qu'on fait. Ouais. Et mais c'est l'immersion en entreprise, c'est plus compliqué. Parce que ce qu'ils ont à dire, c'est que le métier digital est tellement en développement, et tellement évolue énormément. Ce qui existait il y a 3 ans n'existe plus aujourd'hui. Ce qui existe aujourd'hui ne sera plus dans 3 ans. Et ils ont déjà eux-mêmes du mal à recruter pour faire le travail que leurs clients leur demandent. Ils ont, comme vous dites, si ça impacte 10% de la production, enfin de l'équipe, c'est gênant pour eux. Des ESN aujourd'hui, plusieurs dizaines de personnes. Il y a des écoles comme Simplon, des écoles qui. Vous suivez une formation actuellement ou... Non, c'est l'immersion qui va déclencher en fait l'accord pour la formation, c'est ça. La nécessité effectivement d'avoir en fait une semaine d'immersion pour développer. Pour valider ce projet, et soumettre à son conseil. Ok, c'est parti d'un projet. Il faut persévérer. Je pense que c'est un continuum. Moi, à la base, j'ai un niveau bac génie civil bâtiment. Mais dans ce métier-là, en vrai, ça n'a aucune valeur. En fait, il n'y a pas de bac développeur. Non, c'est vrai. Les mecs, ça n'a aucune valeur. C'est comme un monteur de pierre. Il a plus la montée de pierre, plus il monter des pierres. En développement, pour moi, ça a une valeur. Pour moi, insister, parce que je serais surpris que si peut-être, mais en vrai, c'est l'histoire de l'entrepreneur, c'est de tomber 3 fois pour marcher la 4e fois. Donc là, insister, je verrais mal qu'il vous faites une dizaine d'entreprises de SN qui je pense que faut que je pense. Les grosses ESN, Orange, Orange est un très bon employeur sur le territoire. Et puis aller dans les lieux aussi où se rencontrent ces acteurs du numérique. On parlait du pool, du village Baïséa, où il y a des ateliers, des choses comme ça, où on peut rencontrer des entrepreneurs dans ces métiers aussi, ou des développeurs, et peut-être qu'à force de rencontres, une opportunité s'ouvrira. Orange, je sais plus combien. Et à digitaler. Il y a des gros acteurs comme ça. En tout cas, persévérer, mais effectivement, c'est de pouvoir aller découvrir les métiers en réel. Et Alexandre l'a dit aussi, amener la preuve peut-être vous-même que vous êtes allé sur Internet, vous renseigner, vous avez essayé d'apprendre un peu à coder, à faire. Oui, c'est ce qu'ils demandent justement, c'est d'aller faire ces ateliers YouTube pour montrer justement sa motivation, parce que il y a beaucoup d'auto-formation disponible. Et puis au-delà de ça, ça va vraiment aussi sécuriser votre projet professionnel, de se dire est-ce que je me projette là-dedans, parce qu'Alexandre le disait, c'est un contexte de travail. Le langage. Parce qu'il y a beaucoup de termes qu'on a eu pendant 15 jours. Alexandre en a parlé, mais c'est un métier où, alors autant il n'y a pas forcément des groupes de travail en présentiel comme on peut avoir dans l'agri ou dans le BTP. Par contre, il y a énormément de forums. Nous, on n'a pas de développeurs chez nous non plus, mais nos ingénieurs, ils passent leur temps sur les forums dès qu'ils ont un petit problème à interroger un gars au Japon, aux États-Unis, je sais pas, en Afrique, n'importe où. Quelqu'un qui a su faire, qui a résolu le problème dans son code. Nous, on discute en ce moment avec un développeur en Côte d'Ivoire qui a trouvé un truc qui nous bloquait, pour vous dire un exemple comme ça. Il ne faut pas hésiter. C'est vraiment un monde où, de toute façon, vous allez progresser par les forums de discussion, les forums techniques et professionnels. Et ça, je pense qu'il faut s'y mettre soi-même. Il ne faut vraiment pas attendre un entretien. Enfin, je ne sais pas ce que vous dites, mais il faut s'y mettre soi-même. Et je suis assez confiant aussi, comme Alexandre. Je pense que le territoire contient énormément d'ESN. Où la notion de code va être plus proche de ce que nous. Parce que nous, on a un tel, c'est pas prétentieux, on a un tel niveau que je ne sais pas ce qu'on pourrait vous confier, honnêtement, pendant une semaine à faire chez nous. De faire l'inverse, de faire peur peut-être. Oui, j'aurais peur de mettre la barre peut-être un peu trop et de vous dégoûter, même, c'est ça exactement, et que ça vous plaise pas. Il y a peut-être le côté front-end. Les interfaces de sites web, etc. Ça, c'est peut-être plus ce dans quoi je vous conseillerais d'aller plutôt que l'intelligence artificielle. Nous, on a besoin de compétences en mathématiques. Coder, c'est un outil pour nous, mais il faut avoir la compétence. Chez nous, en tout cas, il faut avoir la compétence mathématique pour dire, tiens, ce problème, je vais le résoudre par telle approche mathématique. Et une fois que j'aurai défini l'approche mathématique, je vais coder cette approche mathématique. Donc, on passe notre temps à faire ça. Mais par contre, le code de base, entre guillemets, on le prend chez les autres. En fait, on fait comme toi, on développe. C'est pas péjoratif quand je dis code de base. Il faut que le code de base soit très bien écrit, solide, cyberproof, etc. Donc, ça, c'est un vrai métier qu'on ne sait pas faire. Et par contre, oui, c'est plein de SN sur le territoire. Donc, je conseille vraiment n'ayez pas peur, insistez. Franchement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit dans la salle, soit en ligne, Karine? Non? Peut-être une petite réaction?
Est-ce qu'entre-temps, d'autres personnes ont envie de partager par rapport au contenu de ce matin et aux échanges? Oui, si vous m'entendez, vous pouvez parler. Juste allumer votre micro. De l'autre côté, le temps que Loïc puisse poser sa question, est-ce que vous avez un dernier message, une dernière information à partager à ceux qui sont avec nous et qui sont en ligne? Ah, ça y est. Ça y est, on a la question de Loïc. Oui. Bonjour. Bonjour. En fait, je voulais dire que je savais que l'INRIA bossait avec l'intelligence artificielle et je suis vraiment content de voir qu'il y a plein d'entreprises qui travaillent sur l'IA en agro. Et du coup, j'avais une question, savoir en fait au niveau des opportunités de postes. Les possibilités de poste dans l'IA, dans l'agro? Je pense que c'est pour moi la question, puisqu'on est une start-up issue d'INRIA, INRIA étant un laboratoire de recherche en informatique et en robotique, c'est un peu le CNRS de l'informatique et de la robotique en France. Et donc effectivement, les opportunités en lien avec l'INRIA, donc nous on a effectivement embauché des gens qui venaient de l'INRIA, par exemple des chercheurs, qui ont un passé à l'INRIA, effectivement. On a Mathieu chez nous qui a fait une dizaine d'années, si je ne m'abuse, à l'INRIA. Oui. Mon associé cofondateur Aurélien vient d'INRIA, il était ingénieur de recherche à INRIA. Donc, si la question c'est est-ce qu'il y a des passerelles, par exemple, quand on est chercheur INRIA ou dans le public en général, pour aller dans des boîtes comme la nôtre, oui. Si effectivement, un peu comme l'a dit Alexandre, on ne va pas prendre uniquement quelqu'un qui a fait de l'intelligence artificielle, on va essayer de prendre quelqu'un qui a fait de l'intelligence artificielle appliquée à l'agriculture si possible, qu'il ou elle ait cette compétence-là, parce qu'on a quand même des candidats, donc on arrive à choisir aussi, on n'est pas, voilà. Et après, d'une façon générale, les opportunités de poste chez Dilepix, en lien avec les métiers que pourrait faire l'INRIA, c'est effectivement responsable de la R&D, ça peut être toute la partie développement de nouveaux modèles de réseaux de neurones, hein, c'est de la recherche appliquée. Hein. On ne fait pas de recherche fondamentale chez Dilepix, c'est pas la fondamentale, c'est pour l'INRIA. Et puis après, tout ce qui va être algorithme de vision par ordinateur, donc là c'est plutôt, je le disais tout à l'heure, des métiers mathématiques. Moi ça me dépasse personnellement, j'ai beau être formé en mathématiques, je serais plus capable de faire ça. Donc là il faut être capable effectivement de modéliser par des équations mathématiques les sciences du vivant, donc une pathologie animale, une maladie de plante, etc. Et donc, il faut travailler avec des agronomes et des vétérinaires pour modéliser ce qu'ils vont nous dire qu'à partir de symptômes à observer, quelle est l'action qu'on doit réaliser sur la plante ou l'animal. Donc, ça va de ingénieur en vision par ordinateur, ingénieur deep learning, mais aussi, pourquoi pas, responsable R&D. On en a déjà chez nous, hein, je ne peux pas le débaucher et vous embaucher. Oui, c'est sûr. Il y a des opportunités aussi d'emploi. Oui, il y a d'autres startups agritech qui travaillent dans l'agriculture comme nous qui embauchent ces profils-là. Oui. Ok. D'accord, merci. Loïc, merci. De rien, Loïc. D'autres questions, non? Alors, je vous disais, est-ce que vous avez un mot de la fin ou peut-être pour guider un peu ce mot de la fin, à votre avis, l'avenir du numérique, la transition numérique est dans vos filières et qu'est-ce que vous pouvez prévoir dans les années à venir là-dessus? Sans faire de jeu de mots, on a faim de numérique dans nos filières, en tout cas dans l'agriculture. C'est à la fois pour moderniser le métier, pour attirer des jeunes qui veulent plutôt piloter, manager par des outils numériques que de faire eux-mêmes manuellement les choses, et en amenant une technicité dans le travail comme intéressante. Hein. Les nouvelles technologies permettent d'avoir des connaissances additionnelles. On peut regarder sur Internet, on peut avoir des explications sur une pathologie des plantes et des animaux sans avoir forcément fait des études de vétérinaire et d'agronomie, et on va le trouver dans les outils numériques. Ça, on ne va pas forcément le trouver autour de soi, premièrement. Deuxièmement, c'est aussi des outils pour manager au quotidien la ferme, la comptabilité, les commandes, les finances, etc. Tout devient totalement numérique. Donc j'ai envie de dire, de toute façon, dans le secteur de l'agri, il y a encore tellement à faire en numérique, tellement la transition numérique n'est pas encore complète, et tellement la transition écologique demande des outils numériques que c'est aussi alimenté par ça, la réglementation et plein d'autres choses aussi. Donc c'est une filière dans laquelle il faut penser à postuler.
parce qu'il n'y a pas, encore une fois, que l'aérospatial, la défense ou le médical où on peut faire ces métiers-là. Et on aura toujours du boulot si on est compétent en numérique, je pense, en tout cas. Merci Alban pour ce partage. Myriam, ta vision toi sur l'avenir? Alors moi, ma vision, ça va être plus, je vais pas prendre ma casquette en fait de conseillère numérique de la CMA. Je vais peut-être plus prendre moi mon expérience à moi personnelle. Ma vision, c'est effectivement de ne pas avoir peur à aller se former en fait. C'est pas le terme, à aller se former. Il y a des organismes de formation qui ne sont pas sur des formations descendantes, qui sont sur vraiment des formations avec des pédagogies innovantes, de la pédagogie inversée et qui fait qu'en fait, on réapprend effectivement à apprendre. Il faut qu'on déstructure pour les gens qui sont en reconversion professionnelle, parce que ça a été mon cas. Il faut dire que l'école que nous, on a connue, il y a plein d'organismes de formation sur le numérique qui déconstruisent complètement cette méthodologie d'apprentissage et qui fait qu'effectivement, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, on peut apprendre, on peut devenir développeur, et voilà. Et il faut avoir confiance en soi, confiance en l'accompagnement qu'on peut nous proposer pour avancer et effectivement réussir à être accompagnateur d'entreprises qui veulent conduire en fait leur transition numérique. Donc, je pense qu'il y a des vraies volontés, des vrais besoins sur les entreprises, qu'il y a peut-être encore un bassin de l'emploi qui doit être encore dynamisé, etc. Et tout passe pour moi par effectivement un bon accompagnement des apprenants sur ce sujet-là. Et je pense que le territoire est très... on a la chance d'avoir un territoire très, très dynamique ici sur Rennes et en Bretagne aussi. Donc voilà, mon mot de la fin, il est plutôt dédié au public au final. Merci beaucoup Myriam pour ces encouragements. Alexandre? Non, je pense pour aller vers ces filières-là, parce que si on voit ce qui s'est passé en 20 ans sur ce sujet-là, il faut pas imaginer ce qui va se passer dans les années qui arrivent. En vrai, on n'imaginait pas il y a 20 ans ce qui se passe aujourd'hui, et vu le temps qu'on a monté une formation ou une école, heureusement qu'on n'entend pas que les gens sont formés pour travailler parce que ça va pas assez vite. Donc moi, je pense que je peux que inciter à aller dans ces métiers-là. Si en plus il y a de l'appétence, je pense que dans notre société aujourd'hui, on a du mal à trouver les gens dans la production. Beaucoup appellent à la étrangère et c'est pas là dans plus grand du monde en fait. Je pense que sur le bassin RLS, c'est encore très présent. C'est vrai, dynamique. Je peux que inciter moi en fait à aller vers ces métiers-là. Mais je paraphrase un peu un ancien président, mais il ne faut pas attendre que l'eau soit à la bonne température pour se tromper. Il faut aller de façon imparfaite et puis s'améliorer avec du vachement. Clairement, pour moi, ça ne fait pas le poste parfait, avec la formation parfaite, ça n'existe pas. Il faut rentrer dans le domaine et puis voir ce qu'on ne fait pas bien, avoir l'humilité sur ce qu'on fait, en disant c'est bien. Il ne faut pas s'asseoir sur ses acquis en fait. Cherchez tout le temps ce que vous pouvez améliorer, qu'est-ce qui ne correspond pas à l'attente de votre employeur ou à l'attente de l'entreprise ou à l'attente du marché, et puis corrigez-le. Et puis de toute façon, l'attente elle grandit tout le temps, donc un petit peu derrière, mais c'est des preuves possibles de l'attente. Je pense que c'est ça qu'il faut aller. Au niveau digital, je pense qu'on est il y a la troisième génération d'Internet qui arrive. Là, je ne sais pas encore jusqu'où ça va aller, mais on va parler dans. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, Alexandre. Je voudrais remercier les trois intervenants, donc Alexandre Baptiste-Simpli, Myriam de la CMA et Alban de Dilepix. Un grand merci à vous d'avoir pris ce temps pour partager un peu votre quotidien, vos visions et puis est-ce que votre avis, est-ce qu'il en est de nos métiers et de vos filières. Merci aussi à vous d'être intervenus et puis à ceux qui sont en ligne. Un grand merci à Wiker et Pôle emploi aussi de porter cet événement du Printemps du numérique qui favorise aussi la bonne connaissance de nos compétences, de nos métiers et de nos filières. Donner le petit mot de la fin quand même à Loïc qui dit on ressent bien la différence avec les ESN, ça donne vraiment envie. Merci d'avoir donné envie. Merci Loïc. Merci. Merci aussi à Delphine de Voyelle Formation d'avoir organisé cette table ronde. Merci de nous avoir invités, Delphine. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Merci Sacha, le Printemps du numérique. Et voilà. Dernière C'est la dernière matinée.